le couteau sur la nuque. Chapitre 1er. Une soirée au théâtre. La foule oublie facilement. L'indignation soulevée par l'assassinat de George Alfred Saint-Vincent Marsh, baron Edgware, quatrième du nom, s'est déjà envolée pour laisser place à de nouvelles émotions. Au cours du procès, le nom de mon ami Hercule Poirot n'a jamais été cité. Ce fut, il convient de l'ajouter, selon son propre désir. Il préféra demeurer dans l'ombre. Si les lauriers furent décernés à d'autres, c'est qu'il le voulut bien. Poirot, d'ailleurs, considérait cette affaire comme un échec et répétait, à qui voulait l'entendre, que seule la réflexion toute fortuite d'un passant dans la rue l'avait mis sur la bonne piste. Cependant, pour découvrir l'entière vérité dans ce drame, il fallait le génie d'Hercule Poirot, et sans lui, ce crime serait probablement demeuré impuni. J'estime que le moment est venu pour moi de dévoiler tous les détails de cette histoire ténébreuse, et je suis certain que, ce faisant, je comblerai les vœux d'une charmante personne qui y fut mêlée, comme on le verra dans les pages qui vont suivre. Je garde le souvenir précis de la soirée où, assis dans le petit salon si coquet et si bien ordonné de Poirot, nous écoutions celui-ci nous raconter le meurtre de Lord Edgware. Comme le fit alors le célèbre détective belge, je débuterai par une représentation, au mois de juin dernier, dans un théâtre londonien, où la vedette américaine, Carlotta Adams, attirait la foule. L'année précédente, Carlotta Adams avait donné 2 matinées qui avaient obtenu un succès triomphal. Au moment où commence mon récit, elle remplissait un engagement de 3 semaines qui prenait fin le lendemain. Carlotta excellait surtout dans les sketchs où elle jouait seule, sans changement de costume ni de décor. Elle semblait capable de s'exprimer en toutes les langues avec une égale facilité. Une de ces scénettes se passait le soir dans un hôtel cosmopolite, et elle tenait tour à tour les rôles les plus variés, touristes américains ou allemands, membres différents d'une famille anglaise en voyage, noble russe ruiné, serviteur bien stylé. Tous ces personnages s'incarnaient en elle successivement avec une étonnante vérité sous les yeux émerveillés du public. Ce soir dont il s'agit, elle termina par un numéro intitulé « Quelques imitations ». Là encore, elle était incomparable. Nette de tout maquillage, ses traits s'effaçaient brusquement pour former ensuite la caricature d'un homme politique, d'une mondaine célèbre ou d'une star en renom. Et, avec quelques phrases, elle évoquait les travers ou les manies de la personnalité choisie pour modèle. Une de ses dernières imitations fut celle de Jane Wilkinson, une actrice new-yorkaise très belle et de grand talent, particulièrement appréciée à Londres. Carlotta la contrefaisait de façon saisissante, pour moi surtout, fervent admirateur de la comédienne américaine. Ce soir-là, en écoutant Carlotta, je retrouvais avec émotion cette voix chaude au timbre un peu grave, ce geste lent de la main qui s'ouvrait et se refermait, ce brusque mouvement de la tête rejetant les cheveux en arrière à la fin des tirades dramatiques. Je savais que 3 ans auparavant, Jane Wilkinson avait épousé Lord Edgware, homme puissamment riche, mais plutôt original. Le bruit avait couru qu'elle l'avait quitté au bout de quelques mois. Toujours est-il qu'un an et demi après leur mariage, elle tournait un film en Amérique et que pendant la dernière saison théâtrale, elle connut un vif succès à Londres. Tout en observant les imitations fort réussies, mais peut-être un peu caustiques, de Carlotta Adams, je me demandais ce qu'en pouvaient penser les personnalités mises sur la sellette. Se réjouissaient-elles de cette publicité gratuite? Ou bien étaient-elles mortifiées par cet étalage de leurs défauts? Il me semblait qu'à la place des personnes ainsi visées, j'eusse éprouvé un vif dépit, en le cachant, bien entendu. Il faut posséder un esprit large et une forte dose d'indifférence pour ne pas se formaliser de caricatures aussi impitoyables. Tout à coup, le rire qui fusait sur la scène trouva son écho tout près de moi. Je tournai la tête et vis dans le fauteuil, placé juste derrière le mien, le corps penché en avant et les lèvres entr'ouvertes, la personne même prise pour modèle par Carlotta, Lady Edgware, mieux connue du public sous le nom de Jane Wilkinson. Je constatai aussitôt que mon opinion était fausse. Jane Wilkinson riait de bon cœur et prenait un plaisir évident à se voir aussi bien imitée. Quand ce fut terminé, elle applaudit chaleureusement et se pencha vers son compagnon, un jeune homme beau comme un dieu grec et dont le visage m'était plus familier à l'écran qu'au théâtre, Brian Martin. Lui et Jane Wilkinson avaient tourné ensemble plusieurs films,
Je la trouve merveilleuse, déclara-t-elle. Il sourit. Vous paraissez beaucoup vous amuser, Jane. Follement. Jamais je n'aurais cru me voir aussi ressemblante. Lorsque je songe aux incidents qui surgirent au cours de cette soirée, je suis frappé par une suite de coïncidences vraiment étranges. Après le théâtre, Poirot et moi nous allâmes souper au Savoie. À la table voisine de la nôtre, j'aperçus Lady Edgware et Brian Martin en compagnie de 2 autres personnes. Je les signalai à l'attention de Poirot lorsqu'un couple vint s'asseoir tout près de nous. J'avais déjà vu le visage de la femme, mais ne parvenais pas à y mettre un nom. Soudain, j'identifiai Carlotta Adams. Elle portait une toilette noire très discrète, et sa physionomie n'offrait rien qui attirât particulièrement le regard. Ses traits mobiles et sensibles se prêtaient à l'art de la mimique. Étant dénué de caractère personnel, il prenait facilement l'expression d'un autre visage. Je fis part de mes réflexions à Poirot. Il m'écouta, sa tête en pain de sucre penchée légèrement de mon côté, tandis que son œil observait alternativement les 2 tables en question. « Ah, c'est Lady Edgware. Je l'ai souvent vue jouer. Une belle femme, et non moins parfaite actrice. Possible. Vous n'en paraissez pas convaincu. Tout dépend du rôle qui lui est réservé. Si elle est le centre de la pièce, si tout se rapporte à elle, alors elle devient inégalable. Mais je doute qu'elle se tire convenablement d'un rôle secondaire ou même de ce qu'on appelle une utilité. Elle me paraît être une de ces femmes pour qui rien n'existe en dehors d'elle-même. Ces femmes-là s'exposent à de graves dangers, ajouta-t-il après une pause. Quel danger ? demandai-je surpris. Ce mot vous étonne, mon ami. Je le maintiens pourtant. Une femme trop imbue de sa personnalité ne discerne point les pièges qui peuvent se tendre sous ses pas. Elle ne voit que son ascension vers la gloire, et, tôt ou tard, gare à la chute. J'avouai à Poirot qu'une telle éventualité ne s'était point présentée à mon esprit. Et l'autre actrice ? questionnai-je. Miss Adams ? Que voulez-vous que je vous dise, mon cher ? Ce qui vous frappe en elle. Hastings, me prenez-vous pour un diseur de bonne aventure ? Vous êtes un devin. Votre confiance m'honore infiniment, mon cher Hastings. Ne perdez pas de vue qu'il y a en chacun de nous un personnage mystérieux, chaos d'impulsions diverses. Et oui, on juge les autres d'après soi-même, et 9 fois sur 10, on se trompe. Hercule Poirot excepté, rectifiai-je avec un sourire. Mais si, même Hercule Poirot... Oh, je sais fort bien que vous me croyez infatué de ma valeur professionnelle. En réalité, je suis très modeste. J'éclatai de rire. Vous, modeste. Parfaitement, sauf en ce qui concerne ma moustache. Je confesse qu'elle m'inspire un certain orgueil. Dans tout Londres, je n'en ai point vu de comparable. C'est exact. Vous n'en rencontrerez point de pareil, répondis-je d'un ton sec. Alors, vous ne voulez pas risquer une opinion sur Carlotta Adams ? C'est une artiste. Qu'ajouterais-je de plus ? Selon vous, sa vie n'est pas menacée de danger comme celle de Lady Edgware. Nous voguons tous entre des écueils, observa Poirot d'une voix grave. Le malheur se tient souvent en embuscade sur notre route. Mais en ce qui concerne Miss Adams, elle en triomphera pour 2 raisons. Elle ne manque pas d'adresse, et sans doute l'avez-vous remarqué, elle est juive. Ce détail, je l'avoue, m'avait jusque-là échappé. À présent, je discernais en effet sur son visage des traces d'origine sémitique. Je vois là de grandes chances de succès, poursuivit Poirot, seulement qu'elle prenne garde, seulement qu'elle prenne un obstacle peut la faire trébucher. Lequel ? L'amour exagéré de l'argent. Chacun de nous peut tomber dans le même travers, je vous l'accorde. Toutefois, vous ou moi soupèserions le pour et le contre avant d'agir et ne nous laisserions pas guider par le seul souci d'amasser de l'argent. Le ton sérieux de Poirot me fit sourire. Sans s'émouvoir, le petit détective belge reprit. La criminologie implique l'étude de la psychologie. Le détective ne s'attache pas seulement à l'acte de l'assassin, il s'évertue à découvrir le mobile qui l'a poussé. Vous m'écoutez, Hastings ? Je l'assurai de mon attention la plus complète. Lorsque nous menons ensemble une enquête, vous ne songez qu'au côté matériel de l'affaire. Vous me pressez de relever des empreintes digitales, d'analyser la cendre des cigarettes et de me jeter à plat ventre sur le sol pour mieux étudier les marques de pas. Ne comprendrez-vous donc jamais qu'installé dans un fauteuil et les yeux fermés, je découvre plus aisément la solution d'un problème. Je vois avec les yeux de l'esprit. Pas moi, mon cher Poirot. Quand je m'enfonce dans un fauteuil, les paupières closes, un seul phénomène se produit chez moi.
Je m'en suis aperçu, Hastings. À un tel moment, au contraire, le cerveau devrait fonctionner fébrilement au lieu de sombrer dans le sommeil. Quoi de plus passionnant que l'activité mentale? Faites fonctionner vos petites cellules grises. Elles seules dissiperont les brouillards et l'incertitude et vous conduiront à la vérité. J'ai fini par prendre l'habitude de penser à autre chose quand Poirot parle des petites cellules grises. Il ressasse continuellement ce même thème. Cette fois, mon attention se reporta sur les 4 personnes assises à la table la plus proche de la nôtre. Lorsque Poirot eut achevé son discours, je lui dis en plaisantant « Poirot, vous avez fait une conquête. La belle Lady Edgware ne vous quitte pas des yeux. » « Sans doute lui a-t-on appris qui j'étais, » répliqua Poirot avec un effort pour paraître indifférent. « Je crois plutôt qu'elle est subjuguée par l'élégance de vos moustaches. » D'un geste furtif, Poirot caressa cet ornement de son visage. « Je n'en connais point d'aussi belle, mon ami. La brosse à dents que vous avez adoptée me semble un crime contre la bonne et généreuse nature. Laissez donc pousser entièrement vos moustaches, Hastings. » Je l'interrompis. « Regardez, m'exclamai-je. La dame se lève et vient de notre côté. En effet, Jane Wilkinson quittait vivement sa place et se dirigeait vers notre table. Poirot se leva et salua. Je fis de même. « Monsieur Hercule Poirot, n'est-ce pas ?» dit la voix mélodieuse. « Lui-même, pour vous servir, madame. »« Monsieur Poirot, je désirais absolument vous parler. »« Je vous écoute, madame. »« Veuillez vous asseoir. »« Non, non, pas ici. Nous monterons dans mon appartement, si vous le voulez bien. » Brian Martin l'avait rejointe et disait d'une voix instante. « Attendez au moins la fin du repas, Jane. Nous n'en sommes qu'au début. » Monsieur Poirot de même. Jane Wilkinson ne se laissait pas aisément détourner de son but. « Qu'importe, Brian, nous ferons monter la suite chez moi. Veuillez donner les ordres au maître d'hôtel. » Attendez, Brian. Au moment où il s'éloignait, elle se précipita à sa suite. Brian, le sourcil froncé, hochait la tête. Mais la jeune femme parlait d'un ton péremptoire et il céda en haussant les épaules. Une ou deux fois durant cette brève discussion, Jane Wilkinson avait son regard du côté de Carlotta Adams. Ses paroles concernaient-elles celle-ci? Jane revint vers nous. « Montons tout de suite, » dit-elle, et, sans s'inquiéter si son invitation nous plaisait ou non, elle nous entraîna vers l'ascenseur. « Monsieur Poirot, reprit-elle, la chance me favorise puisqu'elle vous place ce soir sur mon chemin. Je ne savais plus à quel saint me vouer lorsque je vous ai aperçu à la table voisine de la mienne. » Elle s'interrompit pour dire au garçon d'ascenseur « Deuxième étage. Si je puis vous rendre quelques services. » commença Poirot. « J'en suis certaine. On m'a affirmé que vous êtes un homme prodigieux. » Au second étage, Jane Wilkinson nous guida le long du couloir et nous fit pénétrer dans un des appartements les plus luxueux de l'hôtel Savoie. Jetant sa cape de fourrure blanche sur une chaise et son sac orné de pierreries sur la table, l'actrice s'enfonça dans un fauteuil et déclara « Monsieur Poirot, de n'importe quelle façon, il faut que je me débarrasse de mon mari. » Chapitre 2. Le sous-père. « Voyons, madame, débarrasser une femme de son époux n'entre nullement dans mes attributions, » répondit Poirot après le premier moment de surprise. « Je m'en doute. Adressez-vous plutôt à un avocat. Pour rien au monde. J'ai consulté quantité d'hommes de loi, les uns honnêtes, les autres canailles, et aucun d'eux ne m'a donné un avis utile. Sortis de leur dossier, ils n'ont pas de sens commun. »« Et vous croyez que j'en ai ?» Elle sourit. « Vous êtes, paraît-il, la raison incarnée. »« Admettons-le, je suis intelligent, » dit Poirot. « À quoi bon essayer de le nier? Mais votre affaire n'est pas de mon ressort. Il s'agit cependant d'un problème à résoudre. Un problème extrêmement compliqué, et vous n'êtes pas un homme à redouter les difficultés. Permettez-moi de vous féliciter de votre perspicacité, madame. Mais je vous le répète, je ne me charge point des enquêtes pour divorce. Ce genre de travail ne m'inspire que de la répugnance. Mon cher monsieur, il ne s'agit pas d'espionner mon mari. Je désire simplement me débarrasser de lui, et je vous prie de m'indiquer la manière de m'y prendre. » Poirot réfléchit. Au bout d'un moment, il parla et le ton de sa voix avait changé. « D'abord, madame, pour quel motif tenez-vous à vous débarrasser de Lord Edgware ?» La dame n'hésita pas. « Parce que je veux me remarier. Quelle autre raison pourrais-je avoir? Ne vous est-il pas possible d'obtenir un divorce amiable? Vous ne connaissez pas mon mari, monsieur Poirot. Il est, je ne sais comment m'exprimer, il est bizarre.
Vous n'ignorez sans doute pas que sa première femme s'est enfuie du domicile conjugal, abandonnant un bébé de 3 mois derrière elle. Jamais il n'a consenti à divorcer et la malheureuse est morte quelque part à l'étranger. C'est alors qu'il m'a épousé. Sa présence m'est vite devenue insupportable. Il me faisait peur. Je l'ai quitté et suis allé vivre aux États-Unis. Je n'ai aucun motif valable pour obtenir le divorce et lui ne veut pas le demander. C'est un déséquilibré, je crois. Dans certains États d'Amérique, on vous accorderait facilement le divorce, madame. Oui, mais ce divorce n'aurait aucune valeur en Angleterre où je compte me remarier et me fixer. Et quel est l'homme que vous désirez épouser? Le duc de Merton. Je fus stupéfait. Le duc de Merton était le désespoir des mères ayant des filles à marier. Ce jeune homme, rigide et pieux, menant une vie ascétique, se laissait entièrement dominer par sa mère, la redoutable duchesse douairière. Il passait pour avoir des goûts artistiques et collectionnait des porcelaines chinoises. On le disait misogyne à l'extrême. « Nous nous aimons », déclara Jane d'un ton sentimental. « Je n'ai jamais rencontré d'homme aussi charmant et le château de Merton est une merveille. » Une fois marié, je quitterai la scène. Le théâtre ne m'attire plus du tout. En attendant, remarqua Poirot d'une voix sèche, Lord Edgware constitue un obstacle à ces romanesques projets. Oui, vous voyez mon embarras. Si seulement nous étions à Chicago, continua-t-elle tranquillement, je pourrais faire disparaître cet obstacle sans encombre. Mais dans ce pays-ci, on ne recourt pas aux bandits professionnels, n'est-ce pas? Dans ce pays, madame, nous reconnaissons à tout être humain le droit de vivre. Reste à savoir si c'est un bien, monsieur Poirot. Votre pays ne se porterait peut-être pas plus mal une fois délivré de quelques pantins politiques. Quant à Lord Edgware, je puis vous affirmer que sa mort ne pourrait être considérée comme une perte pour l'humanité. On frappa à la porte et un garçon entra, portant les plats. Jane Wilkinson continua, sans se soucier de sa présence. « Mais je ne vous demande pas de le tuer pour me faire plaisir, monsieur Poirot. Merci, madame. Essayez de lui faire entendre raison et amenez-le à demander le divorce. Réfléchissez-y, monsieur Poirot, vous trouverez sûrement un moyen quelconque. » Elle ouvrit tout grand ses yeux bleus et acheva d'une voix douce. « Vous voudriez me voir heureuse, n'est-ce pas? » « Mais je désire le bonheur de tout le monde, » assura Poirot avec prudence. « Évidemment, mais il ne s'agit pas de tout le monde. Je pense à moi pour l'instant. Vous me jugez égoïste? Non, mais je ne puis supporter l'idée de me voir un jour malheureuse. Et à moins qu'il ne consente à divorcer ou qu'il meure, je suis voué à une vie misérable. » Elle reprit pensivement. « Mieux vaudrait qu'il mourût. J'en serais ainsi délivré, une fois pour toutes. » Elle regarda Poirot et ajouta en se levant comme on entendait des pas dans le couloir. « Je puis compter sur votre concours, n'est-ce pas? Sinon, madame, je prends un taxi et je vais l'abattre moi-même, » déclara-t-elle en riant. Elle disparut dans la pièce voisine au moment où Brian Martin entrait avec Carlotta Adams et son cavalier, ainsi que 2 autres personnes qui soupaient avec lui et Jane. On nous présenta ces derniers, Mr. et Miss Whitburn. « Où est Jane? » demanda Brian. Je voulais lui annoncer le résultat de la démarche dont elle m'avait chargé. Jane apparut dans l'encadrement de la porte, un bâton de rouge à la main. « Elle est là !» s'exclama-t-elle. « C'est magnifique !»« Miss Adams, votre talent m'a tellement enthousiasmé que je brûlais du désir de vous connaître personnellement. Veuillez entrer ici, nous serons à l'aise pour bavarder pendant que je remettrai un peu de poudre. » Carlotta obéit et Brian Martin s'affala dans un fauteuil. « Alors, monsieur Poirot, vous voilà pris. Notre amie Jane est-elle parvenue à vous persuader de combattre à ses côtés? Croyez-moi, autant vaut lui céder tout de suite. Elle ne comprend pas le mot « non ». On ne le lui a peut-être jamais dit. Brian Martin alluma une cigarette. Jane est une femme d'un caractère étonnant. Elle ne respecte rien ni personne. Pour elle, une seule chose existe sur Terre, les volontés de Jane. Il sourit. Elle tuerait quelqu'un qui la gênerait. Et trouverait de la dernière injustice si, prise en flagrant délit, on la condamnait. Du reste, elle ne ferait rien pour cacher son crime. « Vous la connaissez donc bien, monsieur ?» demanda Poirot, et il regardait Brian Martin avec une curiosité qui me parut singulière. « Hélas, oui. Et n'êtes-vous pas de mon avis ?» lança l'acteur au couple Whitburn. « Jane est certes une femme volontaire, acquiesça Mrs. Whitburn. Mais enfin, à ce moment,
Jane arriva de l'autre pièce, suivie de Carlotta Adams. Jane avait sans doute refait son maquillage à son entière satisfaction. Pour moi, elle me paraissait exactement comme auparavant, ne pouvant se faire plus belle qu'elle ne l'était en réalité. Le souper fut très joyeux. Cependant, j'avais l'impression qu'il flottait dans l'atmosphère certains courants subtils dont le sens exact m'échappait. Je ne songeais point à en rendre responsable Jane Wilkinson. Une seule idée suffisait à occuper son esprit, et pour l'instant, satisfaite d'avoir obtenu avec Poirot l'entretien désiré, elle se montrait fort gaie. Elle avait invité Carlotta par pur caprice, pensais-je, et simplement parce qu'elle avait été très amusée de l'imitation excellente faite par la jeune femme. À qui donc imputer cette sensation bizarre et inquiétante? J'observais les convives à tour de rôle. Brian Martin? Ce jeune homme semblait plein d'affaîtrie. Ne fallait-il pas attribuer cela à sa qualité de vedette de l'écran, à une fatuité d'acteur qui continue de jouer un rôle dans l'existence quotidienne? Carlotta Adams demeurait naturelle. Maintenant que je pouvais l'étudier de près, je découvrais en elle une jeune personne calme, à la voix harmonieuse. Elle possédait un charme discret, plutôt d'ordre négatif, qui consistait surtout en l'absence de toute note discordante. Son physique même me parut négatif. Chevelure noire, yeux d'un bleu clair, teint mat et bouche très mobile. En somme, une personne sympathique, mais qu'il eût été difficile de reconnaître en la rencontrant, vêtue d'une toilette différente. Elle acceptait avec un plaisir évident les compliments et les paroles aimables de Jane. Mais soudain, il y eut, sur ses traits, un changement d'expression. Elle regardait Jane qui venait de détourner la tête pour parler à Poirot. Dans les yeux de la jeune fille, je découvris une hostilité nettement marquée. Était-ce jalousie professionnelle? Jane était une actrice parvenue au haut de l'échelle de la renommée, dont Miss Adams gravissait seulement les premiers échelons. J'observai ensuite les trois autres convives. Que dire de Mr. et Miss Whitburn? Lui un échalasse et elle une tour, blonde, prétentieuse. Il me faisait l'effet de gens riches se passionnant pour les choses théâtrales dont ils parlaient continuellement. Vu ma longue absence d'Angleterre, je n'étais guère au courant de ce qui se jouait à Londres. Le dernier membre de la compagnie était un jeune homme brun à la face ronde et colorée qui escortait Carlotta Adams. Dès le début, je soupçonnais ce convive de manquer de sobriété, et je constatais, en effet, qu'il absorbait une quantité déraisonnable de champagne. Pendant la première moitié du repas, il garda un morne silence et l'air bourru d'un homme qui s'estime offensé. Vers la fin, il se confia à moi comme à un ancien ami. « Vous comprenez mon point de vue, mon vieux? N'est-ce pas que vous saisissez, hein? Voyons, si une femme vous fait sans cesse des reproches et bouscule tous vos projets sans que vous lui ayez jamais dit un mot plus haut que l'autre. D'ailleurs, elle ne se laisserait pas marcher sur les pieds. Vous voyez ça d'ici. Famille puritaine, américain 100%? Ah, pour ça, c'est une jeune fille vertueuse. Voyons, où en étais-je? Vous disiez que vous n'étiez pas verni. Fichtre, non. J'ai dû emprunter à mon tailleur pour lui offrir cette petite soirée. Un type très chic, mon tailleur. Voilà des années que je lui dois de l'argent. C'est un lien entre nous. Rien de plus solide. Vous et moi. Vous et moi. Mais qui diantre êtes-vous donc, mon vieux? Je me nomme Hastings. Pas possible. J'aurais juré que je parlais avec mon copain Spencer Jones. Ce vieux Spencer Jones. La dernière fois que je l'ai rencontré, je l'ai tapé de 5 livres. Voulez-vous mon opinion? Les hommes se ressemblent bigrement entre eux, et si nous étions une bande de Chinois, nous ne serions pas fichus de nous reconnaître les uns des autres. Il hocha tristement la tête, puis avala une coupe de champagne. Quoi qu'il en soit, on ne me prendra jamais pour un nègre. Cette remarque sembla lui procurer une vive joie. Prenez toujours la vie du bon côté, cher ami. Faut pas se faire de bile. Plus tard, quand j'aurai atteint, disons, 75 ou 80 ans, je serai un Richard. À ce moment-là, mon oncle sera mort et je pourrai rembourser mon tailleur. Il sourit à cette pensée. Il semblait ivrogne, mais sympathique. Carlotta Adams l'épiait du coin de l'œil, et après un de ses regards rapides, elle se leva de table. « C'est gentil de votre part d'avoir accepté de monter jusqu'à mon appartement, » lui dit Jane. « J'adore ces réunions improvisées. »« Et vous ? » ?»« Moi pas, » répondit sèchement Miss Adams. « Je réfléchis toujours avant d'agir. Cela m'évite beaucoup d'ennuis. » Quoi qu'il en soit,
Les résultats vous donnent raison, lui dit Jane avec politesse. Jamais je n'ai tant ri qu'à votre représentation de ce soir. Les traits de Carlotta se détendirent. Que vous êtes aimable. Comme toutes les débutantes, j'ai besoin d'encouragement. Carlotta, dit son compagnon d'une voix pâteuse, souhaitait le bonsoir à tout le monde. Remerciez tante Jane de ce succulent souper et sortons. Il s'y reprit à 2 fois pour franchir la porte. Carlotta s'empressa de le suivre. Jane Wilkinson haussa les épaules. Quel est cet abruti qui m'a appelé tante Jane? Je n'avais pas encore remarqué sa présence. Cher ami, n'y prêtez pas attention, dit Mrs. Whitburn. Tout jeune, ce garçon donnait les plus grands espoirs dans l'art dramatique. On ne le dirait pas aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est triste de voir de si beaux débuts de carrière échouer lamentablement. À présent, Charles et moi devons rentrer. Les Whitburn prirent congé et Brian Martin les accompagna. Eh bien, Monsieur Poirot? Poirot sourit à l'actrice. Eh bien, Lady Edgware? Je vous en supplie, ne m'appelez plus ainsi. Laissez-moi oublier ce nom ou je vous croirai l'homme le plus insensible d'Europe. Je n'ai pourtant pas un cœur de pierre. À mon avis, Poirot avait bu pas mal de champagne, peut-être même une coupe de trop. Alors, c'est entendu, cher monsieur Poirot. Vous irez voir mon mari et le persuaderez d'agir suivant mes vœux. Oui, j'irai le voir, promit Poirot sans se compromettre. Et s'il ne veut rien entendre, comme je le prévois, vous imaginerez un adroit stratagème? Ne vous dit-on pas l'homme le plus fin d'Angleterre? Madame, quand il s'agit de mon bon cœur, vous parlez de l'Europe entière. Mais pour ce qui est de ma finesse, vous limitez votre comparaison à l'Angleterre. Si vous réussissez, je proclamerai que vous êtes l'homme le plus remarquable de tout l'univers. Madame, je ne promets rien. Dans un intérêt tout psychologique, je m'efforcerai d'obtenir de votre mari un rendez-vous. C'est cela, psycho-analysez-le. Vous ne pourrez lui faire que du bien. L'essentiel, c'est que vous m'apportiez un bon résultat. J'aime, monsieur Poirot. D'un air rêveur, elle ajouta. Songez donc quelle surprise sensationnelle produira l'annonce de mon mariage avec le duc de Merton. Chapitre 3. L'homme à la dent en or. Quelques jours plus tard, alors que je déjeunais en tête-à-tête avec Poirot, il me tendit une lettre qu'il venait de décacheter. « Que pensez-vous de cela, mon ami ?» Le billet émanait de Lord Edgware. Dans son style bref et sec, le mari de Jane Wilkinson donnait rendez-vous à Poirot pour le jour suivant à 11 heures. Je ne laissais pas d'être surpris. Je ne pensais pas que Poirot avait l'intention de tenir la promesse faite à l'actrice. Et non, mon ami, ce n'était pas seulement l'effet du champagne. Loin de moi cette idée. Mais si, en votre fort intérieur, vous vous disiez, afin de plaire à son hôtesse, le pauvre vieux a pris un engagement qu'il n'a pas l'intention de remplir. Sachez, mon ami, que la parole d'Hercule Poirot est sacrée. En prononçant ces derniers mots, il se redressa d'un air digne. Bien sûr, je n'en ai jamais douté, me hâtai-je de répondre, mais je craignais que votre esprit n'eût été légèrement, comment dire, influencé. Je n'ai pas l'habitude de permettre à mon esprit de se laisser influencer, selon votre expression. Le champagne le meilleur, la femme la plus jolie n'exerce aucun pouvoir sur l'esprit d'Hercule Poirot. Vous vous intéressez aux projets matrimoniaux de Jane Wilkinson. Pas précisément. Son roman d'amour, comme elle l'appelle, est simplement de l'ambition qui veut se satisfaire. Si le duc de Merton ne possédait ni titre ni richesse, il n'attirerait nullement l'actrice. Ce qui m'intrigue plutôt, Hastings, c'est le côté psychologique, l'étude des caractères, et j'apprécie fort l'occasion qui se présente à moi d'observer de près Lord Edgware. Et vous espérez réussir dans votre mission. Pourquoi pas? Chacun de nous a son point faible. Si le cas m'intéresse au point de vue psychologique, d'autre part, je m'efforcerai de réussir dans la mission dont on m'a chargé. J'adore mettre mon intelligence à l'épreuve. Je redoutais une allusion aux petites cellules grises, mais j'y échappais pour cette fois. Nous nous rendrons donc à Regent Gate demain à 11 heures, hasardai-je. Nous, fit Poirot en relevant les sourcils, ce qui lui donna un aspect cocasse. Voyons, Poirot, vous n'allez pas me laisser tomber? D'ordinaire, je vous accompagne toujours. S'il s'agissait d'un crime, passe encore que vous vous y passionniez. Mais un simple différend entre gens de la haute société. Inutile, Poirot, je ne vous lâche pas. Mon ami esquissa un sourire, et à ce moment, on nous annonça la visite d'un gentleman. À notre grande surprise, nous vîmes entrer Brian Martin.
L'acteur paraissait plus âgé à la lumière du jour. Il était toujours beau, mais d'une beauté légèrement ravagée, et je distinguais en lui une certaine nervosité qui me fit supposer qu'il s'adonnait aux stupéfiants. Bonjour, monsieur Poirot, dit-il d'un ton insouciant. Êtes-vous très occupé pour le moment? Ma foi, rien ne me presse aujourd'hui. Allons donc, monsieur Poirot. Ne vous a-t-on pas appelé de Scotland Yard et chargé d'une enquête délicate? Mon cher monsieur, je vous assure que pour l'instant, je suis absolument inoccupé. Tant mieux, dit Brian. En ce cas, j'espère que vous voudrez bien m'écouter. Vous avez donc un problème à me soumettre? Eh bien, oui et non. Brian Martin fit entendre un rire nerveux. Poirot lui offrit un siège en face de nous. Maintenant, nous vous écoutons, dit Poirot. Brian Martin hésitait. L'ennui, c'est que je ne puis vous en raconter aussi long que je voudrais. Mon histoire débute en Amérique. En Amérique? Oui. Je voyageais en chemin de fer quand, tout à fait incidemment, je remarquai un homme de petite taille, laid, le visage rasé, le nez chaussé de lunettes, une dent en or sur le devant de la bouche. Ah! Une dent en or. Parfaitement, et retenez bien ce détail. Poirot hocha la tête. Je commence à comprendre. Continuez. Comme je vous le disais, je remarquai la présence de cet homme dans le train en me rendant à New York. 3 mois plus tard, durant un séjour à Los Angeles, je revis le même individu à la dent en or. Cette seconde rencontre me frappa. Ensuite, un mois après, j'étais appelé à Seattle. À peine débarqué dans cette ville, je retrouve mon bonhomme à la dent en or, mais cette fois, il portait une barbe. Extrêmement curieux, n'est-ce pas? Cette fois encore, sa présence ne m'intrigua pas outre mesure. Mais quand je revis à Los Angeles, ce même homme dépouillé de sa barbe, à Chicago, avec une moustache et des sourcils maquillés, je commençais à m'inquiéter sérieusement. Plus l'ombre d'un doute. J'étais ce qu'on appelle filé. Partout où j'allais, je revoyais ce même individu sous des déguisements divers. Cependant, grâce à sa dent en or, je l'identifiais toujours. Dites-moi, monsieur Martin, n'avez-vous jamais adressé la parole à ce personnage pour lui demander le motif de sa surveillance? L'acteur hésita. Non. 1 ou 2 fois, il m'est venu à l'esprit de le faire, mais je m'en suis toujours abstenu, afin de ne pas éveiller sa méfiance. Je craignais qu'on le remplaçât par un autre que je n'eusse peut-être jamais soupçonné. Oui, quelqu'un dépourvu de cette dent en or si précieuse. Monsieur Martin, tout à l'heure vous parliez de « on ». Qui désignez-vous par ce mot? Personne de précis. Ce soupçon s'appuie sur une raison quelconque. L'acteur hésita. J'ai une vague intuition. Il s'agit d'un incident qui s'est passé à Londres voici 2 ans, un de ces faits sans importance, cependant inoubliables. Je me demande si cette filature présente quelque rapport avec l'incident en question, mais j'ai beau y réfléchir, je ne vois pas de lien. Peut-être le découvrirai-je. De nouveau, Brian Martin parut embarrassé. L'ennui est que je ne puis vous parler ouvertement. Du moins aujourd'hui. Ah, dans un jour ou deux, peut-être me sera-t-il permis de le faire. Sous le regard inquisiteur de Poirot, il ajouta. Vous comprenez. Il y a une jeune fille dans l'histoire. Ah, parfaitement. Une Anglaise? Pourquoi supposez-vous qu'il s'agit d'une Anglaise? Très simple. Vous ne pouvez en parler à présent, mais vous espérez pouvoir le faire dans un jour ou deux. Autrement dit, vous voulez au préalable obtenir la permission de la jeune personne. Elle se trouve donc en Angleterre et devait y habiter pendant que l'on vous filait. Si elle avait été en Amérique à cette époque, vous auriez tout simplement été la voir pour savoir le mot de l'énigme. Puisqu'elle vit en Angleterre depuis 18 mois, j'en déduis sans aucune certitude toutefois qu'elle est de nationalité anglaise. Mon raisonnement est-il exact? Je vous félicite, monsieur Poirot. Si elle m'accorde la permission de parler, me promettez-vous votre concours? Il y eut une pause, pendant laquelle Poirot sembla s'interroger intérieurement. Enfin, il demanda. Pourquoi vous adressez-vous à moi avant d'avoir sollicité son autorisation? Brian Martin balança une seconde. Je voulais la persuader de vous laisser éclaircir le mystère. En d'autres termes, si vous prenez en main l'affaire, il ne sera pas nécessaire de la rendre publique. Cela dépend, répliqua Poirot avec calme. Comment cela? S'il ne s'agit pas d'un crime. Oh non, il n'en est pas question. Peut-être, à votre insu. En tout cas, je compte sur vous, monsieur Poirot. Vous voudrez bien nous aider? Volontiers. Poirot demeura un instant silencieux, puis reprit. Dites-moi votre suiveur. Quel âge lui donnez-vous? Oh, il paraît jeune.
Une trentaine d'années. Ah, voilà qui rend le problème intéressant au possible. Je le regardais. Brian Martin en fit autant. La réflexion de Poirot demeurait inexplicable pour lui comme pour moi. Oui, murmura Poirot. Dès lors, l'histoire devient extrêmement intéressante. Peut-être cet homme est-il plus âgé, indiqua Brian, mais j'en doute. Non, non. Votre appréciation est exacte, monsieur Martin, et votre récit devient des plus romanesques. Les paroles énigmatiques de Poirot nous interloquèrent. Après un silence, Brian Martin, n'osant poser des questions au petit détective, se lança dans un autre ordre de conversation. Jolie réunion hier soir, n'est-ce pas? Jane Wilkinson est la femme la plus tyrannique au monde. Elle sait ce qu'elle veut, observa Poirot en souriant. Oui, et elle finit toujours par l'obtenir. On résiste mal à la volonté d'une jolie femme, riposta Poirot. Si elle avait un nez camus, un teint blafard, les cheveux huileux, il en irait sans doute autrement. En effet, reconnut Brian. J'ajouterais que, malgré toute mon amitié pour elle, je ne l'approuve pas toujours. Du reste, je ne la crois pas entièrement responsable de ses actes. Eh bien, moi, je prétends qu'elle possède une solide dose de sens pratique. Oh, quand il s'agit de défendre ses intérêts, elle s'y prend à merveille. Je veux parler de sa responsabilité morale. Aux yeux de Jane, le bien et le mal n'existent pas. Il me souvient que vous avez émis la même réflexion l'autre soir, dit Poirot. On parlait de crime. Oui. Eh bien, si Jane commettait un crime, je n'en serais nullement surpris. Pourtant, vous la connaissez bien, murmura Poirot, l'air songeur. Vous avez souvent été son partenaire à la scène. Oui, et je me la figure parfaitement tuant quelqu'un. Dans un moment de colère? Non, de sang-froid. Sans hésitation, elle supprimerait un être qui la gênerait. Elle trouverait cela légitime. À ses yeux, tout ce qui gêne Jane Wilkinson doit disparaître. Il prononça ces derniers mots d'un ton amer et je me demandais quel souvenir hantait sa mémoire en cet instant. « Et vous pensez qu'elle irait jusqu'au crime ?» interrogea Poirot. Brian poussa un profond soupir. « Oui, je le crains. Peut-être un de ces jours vous souviendrez-vous de mes paroles, monsieur Poirot. Je vous remercie de votre franchise. Je connais cette femme de longue date. » Brian Martin se leva et, changeant de ton, ajouta « Quant à l'affaire qui m'a amené vers vous, nous en reparlerons d'ici quelques jours, monsieur Poirot. Vous voudrez bien vous en charger, n'est-ce pas? » Entendu. Je m'en occuperai car elle me paraît intéressante. J'accompagnai Brian au bas de l'escalier et à la porte il me demanda « Avez-vous saisi ce qu'il voulait dire à propos de l'âge de mon espion? Pourquoi paraissait-il satisfait que cet individu eût la trentaine? » Je vous l'avoue, je ne comprends pas. Et moi pas davantage. Voulait-il plaisanter? Non, vous le connaissez mal. Du moment que Poirot insiste sur ce point, c'est qu'il a de l'importance. Tant mieux. Mais c'est bien mystérieux. Il s'éloigna et je montai rejoindre mon ami. Poirot, lui dis-je, pourquoi vous obstinez-vous à demander l'âge du suiveur de Brian Martin? Vous ne saisissez pas, mon pauvre Hastings? Il sourit, puis me demanda. Quelle impression vous laisse notre entretien? Ma foi, il me paraît difficile de tirer des conclusions avec si peu de données. Mais avec le peu que nous connaissons, certaines idées ne vous viennent pas à l'esprit, mon ami? À ce moment, la sonnette du téléphone retentit et me sauva de la honte d'admettre que nulle idée ne s'est encore présentée à moi. Je décrochai le récepteur. Ici la secrétaire de Lord Edgware. Lord Edgware regrette de devoir annuler son rendez-vous de demain matin avec M. Poirot. Il est appelé d'urgence à Paris, mais il recevra M. Poirot quelques minutes à midi et quart aujourd'hui, si cette heure lui convient. Je consultai Poirot. Entendu, nous irons tout à l'heure. Parfait, répondit la secrétaire. Lord Edgware vous attendra. Chapitre 4. Une entrevue. C'est avec une vive curiosité que j'accompagnai Poirot chez Lord Edgware à Regent Gate. La maison, solidement construite d'une architecture sobre et sévère, avait un aspect imposant. La porte nous fut rapidement ouverte, non par un vieux valet solennel comme l'eût fait pressentir l'austérité de la demeure, mais par un jeune domestique blond et élancé qu'un sculpteur aurait pu prendre comme modèle pour une statue d'Apollon. Chose bizarre, il me rappelait quelqu'un, une personne rencontrée tout récemment, mais je n'aurais pu dire qui. Nous demandâmes à voir Lord Edgware. « Par ici, messieurs, je vous prie, » dit le jeune homme d'une voix douce. À sa suite, nous traversâmes le vestibule, passâmes devant l'escalier et gagnâmes une porte au fond. Il l'ouvrit et nous annonça à son maître,
tout en nous faisant entrer dans une pièce aux murs garnis de livres et au magnifique mobilier de bois sombre sur lequel l'unique fenêtre jetait une lumière imprécise. Lord Edgware, qui se leva pour nous accueillir, était un homme de haute stature, frisant la cinquantaine, aux cheveux noirs légèrement grisonnants, au visage maigre et à la bouche railleuse. Son regard faux m'inspira une antipathie spontanée. D'une politesse glaciale, il nous invita à nous asseoir et prit sur son bureau la lettre écrite par mon ami. « Votre nom ne m'est pas inconnu, monsieur Poirot. Qui d'ailleurs n'a entendu parler de vous ?» Poirot salua. « Toutefois, je ne comprends pas votre intervention. Vous désirez me voir au nom de ma femme ?» Il dit ces deux derniers mots de façon bizarre, comme s'il avait dû faire un effort pour les prononcer. « En effet, » répondit mon ami. « Il me semblait, monsieur Poirot, que vous étiez surtout spécialisé dans la recherche des criminels. » « Je m'intéresse à tous les problèmes, Lord Edgware. Il y a des problèmes criminels, mais il en existe d'autres. Certes. Et quelle est la nature de celui-ci? Je suis venu vous pressentir de la part de Lady Edgware. Lady Edgware désire le divorce. Elle m'a prié de discuter ce point avec vous. Monsieur, ce point ne supporte aucune discussion. Ainsi, vous refusez? Moi? Pas le moins du monde. Si jamais j'ai vu mon ami stupéfait, ce fut bien cette fois-là. La bouche entr'ouverte, les mains écartées, les sourcils relevés, il semblait la caricature de lui-même. « Voyons, » s'écria-t-il, « soyez précis. Vous consentez au divorce? Monsieur Poirot, votre surprise m'étonne. Alors, vous acceptez de divorcer d'avec votre femme? Oui, elle le sait pertinemment. Je lui ai même écrit il y a 6 mois. Alors, je n'y comprends plus rien. Il me semblait que vous étiez, par principe, ennemi du divorce. Mon opinion sur ce sujet ne concerne que moi, monsieur Poirot. En réalité, j'ai refusé de divorcer d'avec ma première femme. Ma conscience me le défendait. Mon second mariage, je l'admets, fut une erreur. Quand ma femme me demanda de divorcer, je refusai net. Voilà 6 mois, elle revint à la charge, me suppliant de revenir sur ma décision. Elle voulait, je crois, épouser un acteur de cinéma ou quelqu'un dans ce goût-là. À cette époque, mon point de vue s'était sensiblement modifié et je lui en fis part dans une lettre que je lui adressai à Hollywood. Aussi, je ne saisis pas pourquoi elle vous envoie vers moi. Je suppose qu'il y a là-dessous une question d'argent. Un sourire méprisant se dessina sur ses lèvres. « C'est bizarre, bizarre, » répétait Poirot. « Il y a là une énigme. » Lord Edgware poursuivit. « Ma femme m'a quitté de son propre gré. S'il lui plaît d'épouser quelqu'un d'autre, libre à elle, mais je ne vois pas pourquoi je lui donnerais un penny. Il ne s'agit point d'argent. » Lord Edgware fronça le sourcil. « Jane épouserait donc un homme riche, dit-il avec ironie. »« En vain, j'essaie d'y voir clair, murmura Poirot. Je croyais que Lady Edgware avait fait plusieurs démarches auprès de vous par l'entremise d'hommes de loi. »« En effet, j'ai là des lettres d'avoués américains et anglais. En fin de compte, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, elle m'écrivit elle-même. Jusque-là, vous vous étiez montré hostile au divorce? C'est exact. Mais au reçu de sa lettre, vous avez changé d'avis, Lord Edgware. Non point à cause de sa lettre, mais parce que ma façon de voir n'était plus la même. À la suite de quelles circonstances avez-vous modifié vos intentions? C'est mon affaire, monsieur Poirot. Mettons, si vous le voulez, que j'ai reconnu les avantages de rompre une union que je considérais comme indigne de moi. Excusez mon franc-parler. Mon second mariage fut une aberration de ma part. Lady Edgware tient le même langage. Vraiment? Une lueur étrange s'alluma dans les yeux de Lord Edgware, mais elle se dissipa aussitôt. Il se leva et nous comprîmes qu'il voulait mettre fin à l'entrevue. Veuillez m'excuser d'avoir changé le jour de notre rendez-vous. Je dois me trouver demain à Paris. Parfaitement. Parfaitement. À l'occasion d'une vente d'objets d'art, je convoite une statuette, un chef-d'œuvre en son genre, un genre plutôt macabre. J'ai toujours eu pour le macabre un goût spécial. Il sourit d'un sourire cynique et cruel. Je me rappelais le petit tremblement de Jane Wilkinson lorsqu'elle avait parlé de son mari. Sa peur n'était point feinte, je le compris à cet instant même, et j'essayais de pénétrer la personnalité étrange de ce George Alfred Saint-Vincent Marsh, 4e baron Edgware. La main appuyée sur le bouton de sonnette, il prit congé de nous avec une politesse suave. Après lui avoir présenté nos civilités, nous retrouvâmes le maître d'hôtel qui nous attendait dans le vestibule. En refermant la porte du bureau-bibliothèque derrière moi,
Je jetai un dernier coup d'œil dans la pièce. L'aspect de Lord Edgware faillit m'arracher une exclamation de surprise. Son sourire s'était mué en une sinistre grimace. Les lèvres découvraient des dents prêtes à mordre et les yeux exorbités exprimaient une rage démente. Lorsque nous traversâmes le vestibule, une porte s'ouvrit à droite. Une jeune fille apparut et recula en nous voyant. Grande et mince, les cheveux noirs et le visage pâle, elle s'arrêta un instant et ses yeux croisèrent les miens. Puis, comme une ombre, elle retourna dans la pièce et ferma la porte. L'instant d'après, Poirot et moi, nous nous retrouvions dans la rue. Poirot héla un taxi et dit au chauffeur de nous conduire au Savoy. « Eh bien, dit Poirot en clignant des yeux, cette entrevue ne s'est pas du tout passée comme je l'avais prévu. »« Non. Quel type extraordinaire, ce Lord Edgware !» Je lui fis part de l'impression que j'avais ressentie au moment où je fermais la porte de la bibliothèque. Il hocha la tête d'un air pensif. « La folie le guette, dit-il enfin. Hastings, cet homme, sous son apparence glaciale, doit dissimuler de profonds instincts de cruauté. Rien d'étonnant si ces femmes n'ont pu supporter la vie commune avec lui. Poirot, n'avez-vous pas remarqué une jeune fille à l'instant même où nous sortions ? Si, mon ami, j'ai vu cette jeune fille qui paraissait effrayée et pas du tout heureuse, dit-il d'un air grave. Qui était-ce, à votre avis ? Sans doute sa fille. Je sais qu'il a une fille. Ah, nous voici arrivés. Allons communiquer la bonne nouvelle à Lady Edgware. Jane se trouvait chez elle. Après avoir téléphoné, l'employé de l'hôtel nous informa que Lady Edgware nous priait de monter. Un groom nous conduisit à l'étage. Une femme portant des lunettes et à cheveux gris soigneusement coiffés vint nous ouvrir. De la chambre à coucher arriva la voix de Jane, disant à la femme de chambre « Ellis, est-ce Monsieur Poirot ? Priez-le de s'asseoir. Dans une minute, je suis à lui. » Jane Wilkinson parut, vêtue d'un charmant déshabillé de dentelle. « Tout va bien ?» fit-elle, en entrant. Poirot se leva et s'inclina sur sa main tendue. « Vous venez de prononcer les mots exacts, madame. Tout va bien. Lord Edgware accepte de divorcer. » Quoi ? Si la stupéfaction exprimée par son visage n'était pas sincère, Jane Wilkinson était vraiment une étonnante comédienne. « Alors, Monsieur Poirot, vous avez réussi, et si vite! Vous êtes un véritable génie. Comment diable vous y êtes-vous pris ? Madame, je ne puis accepter des compliments immérités. Voilà 6 mois, votre époux vous a écrit qu'il retirait son opposition. Que dites-vous ? Il m'a écrit ? Où ça ? Pendant votre séjour à Hollywood, à ce que j'ai compris. Je n'ai jamais reçu cette lettre. Elle a dû s'égarer. Et dire que pendant des mois et des mois, j'ai remué ciel et terre à m'en rendre folle. Lord Edgware semblait sous l'impression que vous songiez épouser un acteur. Bien sûr, c'est ce que je lui ai raconté, dit-elle avec un sourire qui, soudain, se transforma en une inquiétude visible. Monsieur Poirot, vous ne lui avez pas au moins parlé de mon projet de mariage avec le duc ? Non, non, rassurez-vous, je suis discret. Vous n'auriez pas voulu qu'il le sût, n'est-ce pas ? Il a l'esprit tellement malveillant. Mon mariage avec Merton paraîtrait à ses yeux une union avantageuse pour moi, et il s'empresserait de mettre des bâtons dans les roues. Tandis qu'un acteur de cinéma, c'est tout différent. Cependant, j'avoue ma surprise. Cela ne vous étonne pas non plus, Ellis ? J'avais remarqué que la femme de chambre allait et venait d'une pièce à l'autre, rangeant des vêtements qui traînaient sur les dossiers des chaises. J'étais convaincu qu'elle suivait notre conversation. À présent, il n'était pas difficile de conclure qu'elle recevait toutes les confidences de sa maîtresse. Sûrement, Milady. Sa seigneurie doit avoir beaucoup changé depuis que nous l'avons connue. Sans aucun doute. Son attitude vous surprend à ce point, suggéra Poirot. Je vous le certifie. Mais à quoi bon nous creuser la cervelle pour deviner le mobile de ce revirement ? Il consent à divorcer, c'est le principal. Pardon, madame, cela m'intéresse fort, au contraire, de connaître ce mobile. Jane ne prêta aucune attention à cette remarque de Poirot. L'essentiel est que je suis libre. Enfin, pas encore, madame, elle le regarda avec impatience. En tout cas, je vais être libre. Cela revient au même. Poirot ne semblait pas partager cet avis. Le duc est à Paris, ajouta Jane. Je vais immédiatement lui envoyer un câble. Je vois d'ici l'effarement de sa vieille mère. Poirot se leva. Madame, je suis très heureux de constater que tout s'arrange selon vos vœux. Au revoir, monsieur Poirot, et merci infiniment. Je n'ai rien fait. Vous m'avez apporté la bonne nouvelle et je vous en suis profondément reconnaissante.
Et voilà, fit Poirot, une fois que nous eûmes quitté l'appartement de l'actrice. Cette femme ne voit rien au-delà de sa petite personne. Toujours elle. Rien ne l'intéresse en dehors d'elle-même. Elle n'éprouve même pas la curiosité de savoir pourquoi la lettre de son mari ne lui est jamais parvenue. Hastings, avez-vous observé la mentalité de cette femme? Elle est rusée, mais absolument dépourvue d'intelligence. Après tout, la Providence ne peut prodiguer toutes les qualités aux mêmes. Sauf à Hercule Poirot, insinuai-je. Vous raillez, mon ami, répliqua-t-il d'un ton serein. Marchons le long de l'embankment, si vous le voulez bien. Je sens le besoin de mettre de l'ordre dans mes idées. Je gardai un silence discret, attendant le moment où il plairait à l'oracle de parler. Au bout d'un moment, il déclara « Cette lettre m'intrigue. J'y découvre 4 explications plausibles. 4? Oui. D'abord, elle a pu être égarée par la poste. Ce fait se produit, vous le savez, mais plutôt rarement. Si l'adresse avait été mal mise, elle eût été retournée à Lord Edgware il y a longtemps. Je préfère rayer cette première solution, bien que peut-être soit la vraie. Deuxième explication. Notre belle dame ment en prétendant ne l'avoir point reçue. C'est très possible. Dès que ses intérêts sont en jeu, cette charmante actrice est capable de proférer les plus énormes mensonges avec une candeur enfantine. Cependant, je ne vois pas ici l'avantage d'un tel mensonge. Si elle sait que son mari consent au divorce, pourquoi m'envoie-t-elle en émissaire auprès de lui pour établir nettement la situation? C'est à n'y rien comprendre. Troisième explication, Lord Edgware ment. Toutefois, je ne discerne pas le but de ce mensonge. Pourquoi inventer une lettre expédiée à sa femme il y a 6 mois? N'eût-il pas été plus simple d'acquiescer à ma proposition? Je crois qu'il a réellement envoyé cette lettre. Pourtant, je ne conçois pas son changement subit d'attitude. Arrivons à la 4e explication. Quelqu'un aurait intercepté la lettre en question. Là, nous pénétrons dans un champ d'investigation très intéressant. Cette lettre a pu être interceptée en Amérique ou en Angleterre. Celui qui a supprimé cette lettre s'opposait à la rupture du mariage. Hastings, je donnerais gros pour savoir ce qui se trame derrière cette affaire, car il y a quelque chose. Je le jurerais. Il fit une pause, puis ajouta lentement « Quelque chose que je ne fais encore qu'entrevoir. » Chapitre 5. L'assassinat. Le lendemain tombait le 30 juin. À 9h30 exactement, on nous prévint que l'inspecteur Japp était en bas et désirait nous voir. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis notre dernière rencontre avec le policier de Scotland Yard. « Ah, ce bon Japp !» me dit Poirot. « Que nous vaut donc l'honneur de sa visite ?»« Il désire faire appel à vos lumières, hasardai-je. Embarrassé devant un cas difficile, il vient vous demander du secours. » Je ne professais point envers Japp la même indulgence que Poirot. Certes, je ne lui tenais pas rigueur de profiter des capacités intellectuelles de Poirot. Celui-ci, du reste, considérait le procédé comme une délicate flatterie. Ce qui me déplaisait de la part de Japp, c'était sa façon hypocrite de ne point l'admettre. J'aime avant tout la franchise. Je fis part de ces réflexions à Poirot, qui éclata de rire. Souvenez-vous, Hastings, que le pauvre Japp doit sauver les apparences. Cette légère hypocrisie satisfait son amour-propre. C'est tout naturel. Japp entra et nous salua cordialement. « À ce que je vois, vous alliez justement déjeuner. Alors, monsieur Poirot, elles ne sont pas encore nées, les poules qui pondront pour vous des œufs de grosseur réglementaire ?» Allusion à une boutade de Poirot relative aux dimensions diverses des œufs. Son sens de la symétrie s'en trouvait offusqué. « Pas encore, » répondit mon ami en souriant. « Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir d'une visite si matinale de votre part, mon bon Japp? Vous trouvez que j'arrive de bonne heure? Depuis l'aube, je suis au travail. L'objet de ma visite, le voici. Il s'agit d'un meurtre. » « Un meurtre? » « Oui, Lord Edgware a été assassiné hier soir dans sa résidence de Regent Gate. Tué d'un coup de couteau à la nuque par sa femme. « Par sa femme !» m'écriai-je. En un éclair, je me souvins des paroles de Brian Martin le matin précédent. Avait-il pressenti ce qui devait arriver? Je me rappelais également la façon délibérée dont Jane avait parlé de se débarrasser d'un époux gênant. « Oui, par sa femme, poursuivit Japp, une actrice très connue, Jane Wilkinson. Il l'avait épousée il y a 3 ans, mais ils ne s'entendirent point et elle ne tarda pas à le quitter. »« Qui vous fait supposer que sa femme l'a tué ?» demanda Poirot. « Il ne s'agit pas d'une supposition. On l'a vu.
Elle ne s'est du reste pas cachée. Elle est arrivée en taxi. Elle a sonné et demandé à voir Lord Edgware. Il était 10 heures du soir. Le maître d'hôtel lui dit qu'il allait s'informer si son maître pouvait la recevoir. Oh, lui répondit-elle avec un calme imperturbable, inutile. Je suis Lady Edgware. Il est sans doute dans le salon-bibliothèque. Là-dessus, elle poursuivit son chemin, ouvrit la porte, entra et ferma derrière elle. Le maître d'hôtel jugea l'incident plutôt étrange. Il redescendit au sous-sol, et 10 minutes plus tard, il entendit refermer la porte d'entrée. La dame n'était pas demeurée longtemps dans la maison. Vers 11 heures, il verrouilla les portes pour la nuit. En passant, il ouvrit la bibliothèque. Comme elle était plongée dans l'obscurité, il pensa que son maître était allé se coucher. Ce matin, le cadavre fut découvert par une femme de chambre. Il y avait une blessure à la nuque. Personne n'a rien entendu. Pas un cri? Tout le personnel affirme que non. Les portes du salon-bibliothèque sont capitonnées. Par surcroît, il y a le bruit de la rue. Une pareille blessure provoque la mort instantanément. Selon le médecin, la lame a sectionné la moelle épinière. Il suffit de toucher un certain point pour foudroyer un homme. Le meurtrier connaissait sûrement ce détail, ce qui implique un certain savoir médical. Tiens, c'est vrai. Voilà un argument à la décharge de la femme. Mais le hasard a peut-être guidé sa main. Certaines personnes sont favorisées par la chance. Une chance qui lui vaudra peut-être la pendaison, mon ami, observa Poirot. A-t-on idée d'entrer ainsi, sans précaution? En donnant son nom au valet. Mais peut-être venait-elle sans mauvaise intention. Au cours de l'entretien, ils se sont querellés. Elle a pris son canif et l'a frappé. Vous parlez d'un canif? Une petite lame comme celle d'un canif, à ce que dit le médecin. En tout cas, elle a remporté l'instrument. Il n'est point resté dans la blessure. L'air mécontent, Poirot hocha la tête. Non, non, mon ami, vous faites fausse route. Je connais Lady Edgware, et je la juge incapable d'agir sous l'impulsion de la colère. En outre, il est fort probable qu'elle ne se promène pas avec un canif dans son sac. Peu de femmes en possèdent, et sûrement pas Jane Wilkinson. Ainsi, vous la connaissez. Parfaitement. Poirot se tut un moment. Japp le regardait d'un air inquisiteur. Vous avez une idée derrière la tête, monsieur Poirot. À propos, je ne sais encore ce que vous attendez de moi. Voyons, vous avez un beau crime. Vous tenez l'assassin, et même le mobile. Au fait, quel est le véritable mobile? Jane Wilkinson désirait se marier avec un autre homme. Elle l'a dit devant témoin il y a quelques jours. Il paraît même qu'elle proférait des menaces et voulait se rendre en taxi chez son mari pour le tuer. À la bonne heure, vous êtes bien renseigné, mon cher Japp, très bien renseigné. On s'est empressé de vous mettre au courant. Nous entendons bien des choses, expliqua Japp d'un air fin. Poirot ramassa un journal que le policier avait apporté et l'ouvrit d'un geste machinal. Ses yeux parcouraient le texte, mais ses pensées étaient ailleurs. « Vous n'avez pas encore répondu à ma question, dit-il enfin. Pourquoi venez-vous me trouver? Parce que j'ai appris que vous étiez à Regent Gate hier à midi. Je comprends. Aussitôt, je me suis dit, pourquoi Lord Edgware a-t-il fait appeler M. Poirot? Que redoutait-il? Avant de rien entreprendre, il est prudent que j'aille m'entretenir avec M. Poirot. Qu'entendez-vous par rien entreprendre? Sans doute arrêter la femme? Tout juste. Vous ne l'avez pas encore vue? Oh, si! Je me suis rendu sur le champ à l'hôtel Savoy. Je n'allais pas risquer de la laisser m'échapper. Ah, ainsi vous. Poirot s'interrompit. Son regard, qui jusque-là avait erré sans rien voir sur le journal, sembla soudain attiré par un entrefilet, et l'expression de son visage changea. Il leva la tête et demanda à l'inspecteur de Scotland Yard. « Eh bien, mon ami, que vous a dit Lady Edgware ?» Je lui ai débité le boniment habituel. Il nous fallait son témoignage et nous la prions de se tenir à notre disposition. Allez prétendre après cela que la police anglaise ne se comporte pas loyalement? Elle en est même idiote, déclara Poirot. Et que vous a dit Lady Edgware? Elle a piqué une crise de nerfs. Oh, pour sûr, c'était bien imité, en vrai artiste. Alors, vous croyez que cette crise de nerfs était feinte? Japp cligna de l'œil. Et vous, qu'en pensez-vous, monsieur Poirot? On ne me la fait pas, à moi. Elle n'a pas perdu connaissance une seconde. Possible. Et après? Ma foi, elle est revenue à elle, ou plutôt a fait semblant. Elle a gémi, pleuré et tout ce qui s'ensuit. Une domestique à l'air revêche lui administrait des sels.
Enfin, elle a réclamé un avocat. Elle ne parlerait qu'en présence de celui-ci. Une femme qui sort d'une crise de nerfs et demande un homme de loi, cela vous semble naturel? Oui, étant donné les circonstances. Parce qu'elle est coupable, à votre avis, et veut un défenseur? Pas du tout. Je trouve sa façon d'agir tout à fait naturelle pour une personne de son tempérament. Tout d'abord, elle joue le rôle de l'épouse à qui l'on annonce brusquement la mort de son mari. Puis, ses goûts de comédienne satisfaits, guidée par sa prudence innée, elle songe aussitôt à se procurer un avocat. Son besoin de jouer la comédie ne démontre pas le moins du monde sa culpabilité. Il indique simplement qu'elle est actrice dans l'âme. Je donnerai ma main à couper qu'elle n'est point innocente. Vous avez peut-être raison. Toutefois, votre jugement me semble prématuré. Elle n'a rien avoué, ni fait aucune déclaration. Impossible de lui arracher un mot en l'absence de son homme de loi que la femme de chambre a appelé par téléphone. J'ai laissé la lady sous la garde de 2 de mes hommes et suis venu jusqu'ici, estimant qu'il valait mieux connaître votre opinion avant de prendre une décision. Mais ne venez-vous pas d'affirmer sa culpabilité? J'affirme, bien sûr que j'affirme. Cependant, je préfère réunir tous les faits. Cette affaire prendra des proportions effrayantes dans les journaux. À propos de journaux, que dites-vous de ceci? Vous n'avez pas lu attentivement votre gazette ce matin, mon cher Japp. Le doigt sur un paragraphe dans la colonne des mondanités, Poirot avança le journal vers Japp, qui lut tout haut. Hier soir, Sir Montague Corner a donné un grand dîner dans son hôtel de Chiswick, au bord de la Tamise. Parmi les personnalités présentes, nous relevons les noms de Sir George et Lady du Fils, Mr. James Blunt, le critique dramatique bien connu, Sir Oscar Hammerfeld, des studios cinématographiques Overton, Miss Jane Wilkinson, Lady Edgware, etc. Japp demeura un instant abasourdi. Puis, se ressaisissant, il dit « Qu'est-ce que cela change à l'affaire ?» Ce communiqué a été envoyé d'avance à la presse. Vous verrez que la dame en question n'assistait point à ce dîner. Vous n'ignorez pas que tout ce qu'on lit dans les journaux ne doit pas être cru comme parole d'évangile. Certes, non. Et je n'ai remarqué cette note qu'à titre de curiosité. Des faits de ce genre se produisent souvent. Je sais par expérience que vous êtes d'ordinaire fermé comme un mollusque. Néanmoins, j'espère que vous voudrez bien répondre à ma question. Pour quelle raison Lord Edgware vous a-t-il fait appeler? Poirot hocha la tête. Il ne m'a pas fait appeler du tout. C'est moi qui, au contraire, l'ai prié de me fixer un rendez-vous. Vraiment? Et pourquoi? Poirot hésita une seconde. Je répondrai à votre question, annonça-t-il lentement, mais je veux le faire à ma manière. Japp soupira. J'éprouvais pour lui une certaine sympathie. Poirot se montre parfois bien exaspérant. Me permettez-vous de téléphoner à une certaine personne pour lui demander de venir ici? Qui ça? Mr. Brian Martin, la vedette de cinéma. Que vient-il faire là-dedans? J'espère que vous trouverez sa déclaration très intéressante. Hastings, voulez-vous avoir la bonté de l'appeler? Je pris l'annuaire du téléphone. L'artiste habitait un appartement dans un important immeuble aux environs de St. James Park. Victoria, 499. Au bout de quelques minutes, j'entendis la voix quelque peu endormie de Brian Martin. « Allô, qui est à l'appareil? Que dois-je lui dire ?» murmurai-je, couvrant le récepteur de ma main. « Dites-lui que Lord Edgware a été assassiné et que je le prie de venir me voir immédiatement. » Je répétai les paroles de Poirot. Une exclamation de surprise retentit à l'autre bout du fil. « Seigneur !» s'écria Martin. « Elle l'a donc tué? J'arrive à l'instant. »« Qu'a-t-il dit ?» demanda Poirot. Je le lui répétais. « Ah !» s'exclama Poirot, satisfait. « Elle l'a donc tué ?» Je m'y attendais. Japp l'observait, ahuri. « Monsieur Poirot, votre attitude me déconcerte. Tout d'abord, vous semblez vouloir défendre l'innocence de cette femme, et maintenant on jurerait que vous n'avez jamais cessé de la croire coupable. » Poirot se contenta de sourire. Chapitre 6. L'aveugle. Brian Martin arriva en moins de 10 minutes. En l'attendant, Poirot se refusa à parler davantage du crime. De toute évidence, la nouvelle de l'assassinat de Lord Edgware avait violemment ému le jeune artiste. Il avait le visage pâle et les traits tirés. « Quel drame épouvantable, monsieur Poirot, » dit-il en nous serrant la main. « J'en suis bouleversé, bien que, je l'avoue, cela ne me surprenne pas outre mesure. Vous souvenez-vous de mes paroles d'hier? Mais oui, je m'en souviens parfaitement. Permettez-moi de vous présenter à l'inspecteur Japp, chargé de l'instruction de l'affaire.
Vous auriez dû me prévenir, murmura l'acteur d'un ton de reproche. Il salua froidement l'inspecteur, puis s'assit et déclara: Du diable si vous aviez besoin de me convoquer ici! Cette histoire ne me concerne nullement. Je crois que vous vous trompez, répondit Poirot. Dans un cas comme celui qui nous occupe, il faut faire abstraction de ses convenances personnelles. Vous savez parfaitement que Jane est de mes amies. Nous avons joué dans les mêmes films et je la connais très bien. Et cependant, dès qu'on vous annonce l'assassinat de Lord Edgware, vous n'hésitez pas à conclure qu'elle a tué son mari, remarqua Poirot d'un ton sec. L'artiste sursauta. Comment? Ce n'est pas elle. Japp intervint. Si, monsieur Martin, c'est bien elle la meurtrière. Je craignais d'avoir commis une fâcheuse erreur, dit Brian Martin. Dans une affaire comme celle-ci, l'amitié ne doit point influencer votre jugement, remarqua Poirot. Tout cela est très bien, mais... Voyons, mon ami, sérieusement, voudriez-vous défendre une femme coupable d'homicide? Brian Martin poussa un soupir. Jane n'est pas une meurtrière ordinaire. Elle n'a aucun sens du bien et du mal. Elle est irresponsable. Le jury se chargera de répondre à cette question, trancha Japp. Monsieur Martin, examinons froidement les faits. Ne croyez pas accuser Jane, elle est déjà accusée. Vous ne pouvez donc refuser de nous dire ce que vous savez. Vous avez un devoir à remplir envers la société. À nouveau, l'acteur soupira. Vous avez sans doute raison. Que faut-il vous apprendre? Poirot regarda Japp. Avez-vous entendu Lady Edgware? Peut-être est-il préférable de l'appeler Miss Wilkinson, proférer des menaces contre son mari, demanda l'inspecteur. Oui, à plusieurs reprises. Elle disait que s'il ne lui rendait pas sa liberté, elle se verrait obligée de s'en débarrasser un jour ou l'autre. Il ne s'agissait pas là d'une plaisanterie, n'est-ce pas? Non. Je crois qu'elle parlait sérieusement. Une fois, elle a spécifié qu'elle prendrait un taxi et irait le tuer chez lui. Japp poursuivit ses questions. De plus, monsieur Martin, nous savons qu'elle désirait divorcer pour se remarier. Savez-vous avec qui? Oui. Avec le duc de Merton. Le duc de Merton? Bigre. Elle vise haut. Et son mari ne voulait pas le divorce? Non. Il s'y opposait formellement. Vous en êtes bien sûr? À présent, dit Poirot intervenant dans la conversation, voici où mon rôle commence, mon cher Japp. Lady Edgware m'a prié d'essayer d'amener son mari à entrer en composition, et j'avais pris rendez-vous avec lui pour ce matin. Brian Martin haussa les épaules. Cette démarche n'aurait pas servi à grand-chose. Edgware n'eût jamais accepté. Vous croyez? J'en suis certain. Jane elle-même en était intimement persuadée. Elle n'avait nulle confiance en votre médiation et avait abandonné tout espoir. Lord Edgware ne se serait jamais laissé fléchir. Poirot sourit et ses yeux prirent soudain un reflet vert. Vous vous trompez, jeune homme. J'ai vu hier Lord Edgware. Il était prêt à divorcer. Brian Martin fut visiblement ahuri. Les yeux écarquillés, il regardait Poirot. Vous l'avez vu hier? Bégaya-t-il. Oui, à 12h15. Et il consentait au divorce? Il consentait au divorce. Vous auriez dû en avertir Jane immédiatement. Je l'ai fait, monsieur Martin. Vous le lui avez dit, s'écrièrent en même temps Japp et Martin. Poirot sourit encore. Voilà donc le mobile du crime légèrement infirmé, n'est-ce pas? À présent, monsieur Martin, permettez-moi d'attirer votre attention sur ceci. Il lui indiqua le paragraphe du journal. Vous pensez que ce dîner constitue un alibi? Dit Brian après avoir lu. Je suppose que Lord Edgware a été tué dans la soirée. Oui, d'un coup de couteau. Martin reposa lentement le journal. Cela ne nous avance guère. Jane n'a pas assisté à ce dîner. Comment le savez-vous? On me l'a dit. On me l'a dit. C'est regrettable, dit Poirot. Japp le regarda avec curiosité. Je vous comprends de moins en moins, vous ne voulez donc pas que cette femme soit coupable? Non, non, mon bon Japp, je ne suis pas un homme de parti pris, comme vous seriez tenté de le croire. Mais l'affaire, telle que vous l'exposez, révolte l'intelligence. Comment révolte l'intelligence? Pas la mienne, en tout cas. Je devinais les mots prêts à sortir des lèvres de Poirot, mais il se contint et déclara. Voici une jeune femme qui désire se défaire de son mari. Je ne discute pas ce point. Elle-même me l'a avoué en toute franchise. Comment s'y prend-elle? À qui veut l'entendre, elle répète de sa belle voix claire qu'elle est bien décidée à le supprimer. Un soir, elle se rend chez lui, se fait annoncer, le tue et s'en va. Comment appelez-vous cette façon d'agir, mon bon ami? Du bon sens? Non, de l'inconscience. Japp se leva et ajouta.
Le travail de la police est simplifié lorsque les criminels perdent la tête. À présent, je retourne au Savoie. Permettez-moi de vous accompagner. L'inspecteur ne fit aucune objection et nous le suivîmes. Brian Martin nous quitta. Il paraissait très agité et nous pria de le tenir au courant de l'enquête. Ce type-là vous tape sur les nerfs. Telle fut l'opinion de Japp, à laquelle se rangea Poirot. Au Savoie, nous attendait un personnage ayant toute l'apparence d'un homme de loi. Il venait d'arriver, et tous quatre nous fûmes conduits à l'appartement de Jane. Japp s'adressa à un de ses hommes. « Rien de nouveau ?» Elle a voulu téléphoner. « À qui ?» demanda vivement l'inspecteur. « Chez Jay, pour commander sa toilette de deuil. » Japp jura entre ses dents. Nous entrâmes dans l'appartement. La veuve de Lord Edgware essayait des chapeaux devant une psyché. Vêtue d'une robe vaporeuse noire et blanche, elle nous accueillit avec son plus éblouissant sourire. « Monsieur Poirot, vous êtes très aimable d'être venu. Monsieur Moxon, tel était le nom de l'avoué, je suis heureuse aussi de vous voir. Asseyez-vous près de moi et avertissez-moi lorsque je devrais répondre. » Ce policier s'imagine que je suis sorti ce matin et que j'ai tué George. « Pardon, hier soir, rectifia Japp. Ne disiez-vous pas à 10 heures ce matin? » Non, à 10 heures hier soir. Bon, j'ai confondu 10 heures du soir avec 10 heures du matin. Madame, en ce moment il est à peine 10 heures, objecta l'inspecteur d'un ton sévère. Jane ouvrit de grands yeux étonnés. Par exemple, voilà des siècles que je n'ai été debout à une heure aussi matinale. Vous êtes donc venu me réveiller au petit jour? Un moment, inspecteur, prononça Mr. Moxon d'une voix calme. Veuillez préciser quand a eu lieu cet événement des plus regrettables. Vers 10 heures hier soir, monsieur. 10 heures. Mais à cette heure-là, je dînais en ville, protesta l'actrice. D'un geste brusque, elle se couvrit la bouche. Oh, peut-être n'aurais-je pas dû le dire. Du regard, elle interrogea l'avoué. Si à 10 heures hier au soir, vous participiez à un dîner, Lady Edgware, je ne vois aucun inconvénient à ce que vous en informiez l'inspecteur. Très bien, dit Japp. Je ne vous demandais que le détail des occupations de votre soirée. Vous avez parlé de 10 heures sans spécifier si c'était hier ou aujourd'hui. En tout cas, jamais je n'ai été aussi effrayé de ma vie. Croyez-moi, Mr. Moxon, je suis tombé sans connaissance. « Et chez qui dîniez-vous, Lady Edgware » demanda Japp. « Chez Sir Montagu Corner, à Chiswick. »« À quelle heure y êtes-vous arrivé ?»« Le dîner était pour 8h30. »« Et vous l'avez quitté à quelle heure ?»« Vers 11h30. »« Vous êtes revenu directement ici ?»« Oui. Dans un taxi ?»« Non, dans ma voiture. Je la prends en location chez Daimler. Pendant le repas, vous n'avez pas quitté la table, c'est-à-dire que vous l'avez quitté ?» L'inspecteur me rappelait un chat en serrant une souris entre ses griffes. « Je ne sais ce que vous insinuez par là. J'ai été appelé au téléphone au cours du repas. » « Qui vous a téléphoné ?» Je crois qu'il s'agissait d'une mystification. Une voix m'ayant dit « Est-ce bien Lady Edgware ?» J'ai répondu « Elle-même. » Puis j'ai entendu rire au bout du fil et l'on a raccroché. « Êtes-vous sorti de la maison pour téléphoner ?» Les yeux de Jane s'écarquillèrent d'étonnement. « Non, évidemment. Combien de temps vous êtes-vous absenté de table ?»« Environ 3 minutes. » Après ce coup, Japp demeura effondré. Il ne croyait pas un traître mot de ce que l'actrice venait de dire, mais ayant reçu sa déclaration, il ne pouvait rien faire avant d'avoir vérifié ses dires. L'ayant remercié d'un air froid, il s'en alla. Nous prîmes également congé, mais Lady Edgware retint Poirot. « Monsieur Poirot, voulez-vous me rendre un service ?»« Avec plaisir, madame. » Câblé de ma part au duc de Merton, à Paris. Il descend à l'hôtel Crinon. Il faut qu'il soit averti de ce qui se passe, et j'hésite à lui envoyer ce câble personnellement. Pendant une semaine ou deux, il convient que je joue le rôle de la veuve éplorée. Il est tout à fait inutile de lui câbler, madame. Les journaux de Paris parleront sûrement de l'affaire. Mais bien sûr, monsieur Poirot, vous songez à tout. Il est, en effet, beaucoup plus prudent de ne point envoyer de câble. Je dois me montrer à la hauteur des circonstances et conserver une certaine dignité dans mon veuvage, puisque tout s'arrange en ce qui me concerne. Sans doute serait-il convenable que j'assiste aux obsèques. Qu'en dites-vous? Il faudra d'abord que vous vous rendiez au tribunal d'enquête. Vous avez toujours raison. Elle ajouta après une seconde de réflexion. Je déteste cet inspecteur de Scotland Yard. Il m'a fait une peur horrible. Monsieur Poirot? Madame.
Quelle chance, n'est-ce pas, que j'ai changé d'avis et me sois décidé à assister à ce dîner hier soir. Poirot se dirigeait vers la porte. En entendant cette phrase, il fit demi-tour. Que dites-vous, madame? Vous avez changé d'avis? Oui. Je voulais m'excuser. Tout l'après-midi, j'avais souffert d'une migraine. Poirot avala sa salive. Il semblait éprouver de la difficulté à parler. En avez-vous En avez-vous parlé à quelqu'un? Oui. Nous étions toute une bande à prendre le thé et on voulait me faire boire un cocktail. J'ai refusé, disant que ma tête semblait prête à éclater, et j'ai déclaré devant tous mes amis que je rentrais chez moi et que je n'irais pas à ce dîner. Et pour quelle raison avez-vous ensuite changé d'avis? Ellis m'a fait remarquer que je ne pouvais décemment faire faux bond à mes hôtes. Le vieux Lord Montagu est un personnage très influent et extrêmement susceptible. Tout d'abord, je ne voulus rien entendre. Mais Ellis est la prudence même, et je ne me repens jamais de suivre ses conseils. Finalement, j'allai à ce dîner. Vous devez une fière chandelle à Ellis, madame. Je vous crois sans peine. Elle riait, l'air insouciant. Ellis, appela-t-elle. La femme de chambre arriva de la pièce voisine. Monsieur Poirot me félicite d'avoir suivi votre conseil et de m'être rendu à ce dîner hier soir. Cela ne sert à rien de manquer à ses promesses, milady. Cela vous arrive trop souvent et certaines personnes ne le pardonnent pas, répondit la femme de chambre. Jane reprit le chapeau qu'elle essayait au moment de notre entrée et le posa sur sa tête. J'exècre le noir, soupira-t-elle. Rien ne va plus mal. Mais une veuve qui se respecte doit porter le deuil de son mari. Ellis. Tous ces chapeaux sont affreux. Téléphonez à une autre maison de mode. Poirot et moi nous quittâmes furtivement la pièce. Chapitre 7. La secrétaire. Nous n'avions pas fini de voir Japp. 1 heure plus tard, il reparut à notre hôtel et, lançant son chapeau sur la table, il déclara que la malchance s'acharnait sur lui. « Vous poursuivez votre enquête » demanda Poirot avec sympathie. « Oui, répondit Japp tristement, et à moins d'accuser 15 personnes de faux témoignages, Lady Edgware n'a pas commis le crime. Je puis vous l'avouer, monsieur Poirot, je ne m'attendais pas à cela. À première vue, il semblerait que personne autre que Lady Edgware pût avoir tué Lord Edgware. Elle seule possède un mobile. Je ne partage pas du tout votre avis, mais continuez. Remarquez que je m'attendais à un trucage quelconque. Ces gens de théâtre se soutiennent. Mais ici, la question est tout autre. Les invités d'hier soir chez Lord Montagu sont de grosses légumes, et nul d'entre eux ne compte l'actrice parmi ses relations. Plusieurs ne la connaissaient même pas. On ne peut donc discuter leur témoignage. J'espérais apprendre qu'elle s'était absentée pendant une demi-heure environ, sous un prétexte quelconque. Se remettre un peu de poudre, par exemple. Pas du tout. Elle a quitté les invités tout juste pour répondre à un appel téléphonique, ainsi qu'elle nous l'a expliqué elle-même. Le maître d'hôtel l'accompagnait, et il a entendu ce qu'elle répondait. Là-dessus encore, elle nous a dit la vérité. C'est bizarre, ce coup de téléphone à la blague. Bizarre, en effet. Est-ce un homme ou une femme qui a téléphoné? Il me semble que, d'après elle, c'était une femme. Voilà qui est étrange, dit Poirot songeur. Laissons ce détail de côté. Revenons à un point plus important. La soirée s'est passée exactement comme elle nous l'a déclaré. Elle arriva à 9h moins le quart, s'en alla à 11h30 et rentra chez elle à minuit moins le quart. J'ai interrogé le chauffeur. Il appartient à l'équipe régulière de chez Daimler et le personnel du Savoie a confirmé l'heure du retour. Voilà qui paraît concluant. Alors que penser de ceux qui l'ont vu à Regent Gate? Non seulement le maître d'hôtel, mais aussi la secrétaire de Lord Edgware. Tous deux jurent sur ce qu'ils ont de plus sacré que Lady Edgware est venue chez leur maître à 10h. Depuis combien de temps le maître d'hôtel est-il dans la maison? 6 mois. Mon ami, s'il n'est au service de Lord Edgware que depuis 6 mois, il n'a pu reconnaître Lady Edgware car il ne l'avait pas vue auparavant. Il l'a reconnue d'après les photographies reproduites dans les journaux. Quoi qu'il en soit, la secrétaire la connaissait. Elle occupe son emploi chez Lord Edgware depuis 5 ou 6 ans et elle est la seule à formuler un témoignage absolument affirmatif. Ah, cela m'intéresserait de voir cette femme. Eh bien, allons-y maintenant. Merci, mon ami, vous m'envoyez enchanté. Hastings est également invité, n'est-ce pas? Japp acquiesça et dit « Ce meurtre me rappelle l'affaire Elizabeth Canning. Vous en souvenez-vous »
Une vingtaine de témoins certifiaient avoir vu la bohémienne Mary Squires en 2 villes différentes, et des témoins honorables. Cette Mary Squires était si laide qu'on ne pouvait la prendre pour une autre. Le mystère n'a jamais été éclairci. Ici, nous retrouvons 2 groupes de personnes prêtes à jurer qu'une même femme se trouvait à un moment donné en 2 endroits différents, lesquels disent la vérité. Cela semble facile à découvrir. Que vous dites? La secrétaire, Miss Carroll, connaît parfaitement Lady Edgware. Elles ont vécu sous le même toit pendant des mois. Une erreur de sa part paraît impossible. Nous l'apprendrons bientôt. Qui est l'héritier du titre? Demandai-je. Un neveu, le capitaine Ronald Marsh, un garçon prodigue, à ce qu'on dit. D'après le médecin, à quelle heure la victime est-elle morte? Demanda Poirot. Nous ne le saurons exactement qu'après l'autopsie. 10 heures sembleraient concorder avec le témoignage du personnel de la maison. À 9 heures, moins quelques minutes, Lord Edgware se leva de table pour se rendre dans le salon-bibliothèque où le maître d'hôtel avait apporté le whisky et le soda. À 11 heures, avant de monter se coucher, ce domestique constata que la lumière était éteinte dans ce salon. Lord Edgware devait donc être mort à ce moment-là. Il ne serait pas resté dans l'obscurité. Poirot hocha pensivement la tête. Un moment plus tard, nous pénétrions dans la maison dont les volets étaient à présent clos. Le beau domestique nous ouvrit la porte. Japp entra le premier et nous le suivîmes, Poirot et moi. Le maître d'hôtel, debout près de la porte s'ouvrant sur la gauche, ne vit pas tout d'abord Poirot qui se trouvait à ma droite et que dissimulait ma haute stature. Mais soudain, lorsque nous avançâmes dans le vestibule, j'entendis la respiration haletante du domestique. Vivement, je me détournai vers lui et m'aperçus qu'il regardait Poirot avec épouvante. Je consignai ce fait dans ma mémoire, ne sachant encore quelle importance lui attribuer. Japp entra dans la salle à manger à notre droite. « Alton, dit-il au maître d'hôtel, rappelez-moi exactement ce qui s'est passé. C'est à 10 heures, n'est-ce pas, que cette dame est venue? Lady Edgware? Oui, monsieur. Comment l'avez-vous reconnue? Demanda Poirot. Elle m'a dit son nom, monsieur. De plus, j'avais vu son portrait dans les journaux. Je l'ai également vue au théâtre. Comment était-elle vêtue? Interrogea encore Poirot. En noir, monsieur. Une robe noire d'après-midi et un petit chapeau noir, un collier de perles et des gants gris. Poirot interrogea Japp du regard. Robe de soirée de taffetas blanc et cape d'hermine blanche, fit le détective d'un ton bref. Le maître d'hôtel poursuivit son récit, qui concordait exactement avec ce que nous avait déjà dit Japp. Aucun autre visiteur n'est venu voir votre maître? Demanda Poirot. Non, monsieur. Comment était fermée la porte d'entrée? Elle est pourvue d'une serrure Yale, et d'ordinaire, avant de me coucher, c'est-à-dire vers 11 heures, je mets les verrous. Mais hier soir, Miss Geraldine étant à l'opéra, je n'ai pas touché aux verrous. En quel état avez-vous trouvé la porte ce matin? Elle était verrouillée, monsieur. Miss Geraldine a mis les verrous en entrant. Savez-vous à quelle heure elle est entrée? Il devait être minuit moins le quart. Comment est-elle entrée? La porte ne pouvait être ouverte de l'extérieur qu'au moyen d'une clé, et de l'intérieur, pour l'ouvrir, il suffisait de tourner la poignée. Combien y a-t-il de clés? Lord Edgware en avait une autre se trouvait dans le meuble du vestibule, précisément celle dont s'est servie Miss Geraldine hier soir. C'est tout. Dans la maison, personne autre ne détient une clé? Non, monsieur. Miss Carroll sonne toujours. Poirot annonça que c'était tout ce qu'il désirait savoir, et nous nous mîmes en quête de la secrétaire. Au premier étage, nous la trouvâmes assise à un grand bureau, en train d'écrire. Miss Carroll était une personne d'environ 45 ans, d'aspect correct et de physionomie intelligente. Sa chevelure blonde commençait à grisonner, et derrière ses lunettes rondes brillaient 2 yeux bleus très vifs. Lorsqu'elle parla, je reconnus la voix claire et nette qui m'avait répondu au téléphone. « Ah, monsieur Poirot, dit-elle après que Japp lui eut présenté mon ami, c'est avec vous que je prie pour mon maître ce rendez-vous d'hier? » Précisément, mademoiselle. Eh bien, inspecteur, que puis-je faire pour vous obliger? Reprit-elle. Répondre à cette simple question, mademoiselle. Êtes-vous absolument certaine que Lady Edgware est venue ici hier soir? Voilà la 3e fois que vous me le demandez. Naturellement, j'en suis sûr. Je l'ai vu de mes yeux. Où cela, mademoiselle? Dans le vestibule. Elle a parlé 1 minute au maître d'hôtel, puis elle s'est rendue au salon-bibliothèque.
Où étiez-vous à ce moment? Sur le palier du premier étage. Appuyé sur la rampe, je regardais en bas. Vous avez pu faire erreur. Impossible, j'ai parfaitement reconnu son visage. Vous avez peut-être été trompé par une ressemblance? Non. Le visage de Jane Wilkinson est unique. C'était bien elle. Japp lança vers Poirot un coup d'œil qui signifiait « Hein? Vous voyez ?» Lord Edgware avait-il des ennemis? Demanda subitement Poirot. Des ennemis? Est-ce que de nos jours on a des ennemis? Cependant, Lord Edgware a été assassiné. Par son épouse, acheva Miss Carroll. À votre sens, une épouse ne peut être une ennemie? En tout cas, je n'aurais jamais cru possible une telle chose, du moins dans le monde où nous vivons. De toute évidence, Miss Carroll se figurait que les crimes ne sont commis que par des ivrognes ou des voyous. Combien de clés y a-t-il pour la porte d'entrée? 2, répondit vivement la secrétaire. Lord Edgware en portait toujours une sur lui. L'autre restait dans le tiroir du meuble du vestibule, de sorte que, si quelqu'un devait rentrer tard, il pouvait la prendre. Autrefois, il en existait une troisième, mais le capitaine Marsh l'a perdue. Le capitaine Marsh venait-il souvent ici? Jusqu'il y a 3 ans, il vivait dans la maison. Pourquoi l'a-t-il quitté? Je n'en sais trop rien. Sans doute parce qu'il ne s'entendait guère avec son oncle. Je crois bien, mademoiselle, que vous en savez plus long que vous ne voulez dire, suggéra Poirot. Elle posa ses lunettes sur la table comme pour mieux le regarder. Je ne suis point bavarde, monsieur Poirot. Vous pourriez tout de même nous apprendre la vérité au sujet des rumeurs qui courent sur un grave malentendu entre Lord Edgware et son neveu. Oh, rien de sérieux. Lord Edgware avait un caractère très difficile. Est-ce votre opinion personnelle? Il ne s'agit pas de moi. Je n'ai jamais eu de discussion avec Lord Edgware. Il avait en moi une grande confiance. Pour ce qui est du capitaine Marsh, dit Poirot. Extravagant et dépensier, il était criblé de dettes. Il existait entre lui et son oncle d'autres causes de dissentiment que je ne connais pas au juste. À l'issue d'une querelle, Lord Edgware lui avait interdit l'entrée de sa maison. Voilà tout. Elle serra les lèvres, comme pour indiquer qu'elle ne parlerait pas davantage. Au moment de redescendre, Poirot me prit par le bras. « 1 minute, Hastings. Restez ici, je vais en bas avec Japp. Observez le vestibule jusqu'à ce que nous soyons entrés dans le salon-bibliothèque où vous nous rejoindrez ensuite. Depuis longtemps, j'ai perdu l'habitude de poser à Poirot des questions. Je montai donc la garde debout près de la rampe. Poirot et Japp se rendirent d'abord à la porte d'entrée, d'où je ne pouvais les voir. Puis ils reparurent, avançant lentement dans le hall. Mon regard les suivit de dos jusqu'au salon-bibliothèque. J'attendis 1 minute ou 2, puis je dégringolai l'escalier et courus vers la bibliothèque. On avait enlevé le corps de la victime. Les rideaux étaient tirés et le lustre électrique allumé. Poirot et Japp, arrêtés au milieu de la pièce, regardaient autour d'eux. « Ici rien, déclara Japp. Poirot répliqua, le sourire aux lèvres. « Hélas, pas de cendre de cigarette, pas d'empreinte sur le parquet, pas un gant de femme, pas la moindre trace de parfum, rien de ce que découvrent si à propos les détectives des romans policiers. Je crus devoir rendre compte de ma mission. Tout va bien, Poirot. J'ai surveillé de là-haut, mais personne ne vous épiait autant que j'ai pu m'en rendre compte. Oh, l'œil vigilant de mon ami Hastings, fit Poirot sur un ton d'aimable plaisanterie. Voyons, avez-vous remarqué la rose entre mes lèvres? La rose entre vos lèvres? Demandai-je étonné. Japp éclata de rire. Je me demandais si mes compagnons devenaient fous ou si moi-même perdais la boussole. Vous ne l'avez pas remarqué, Hastings? Répéta Poirot, cette fois d'un ton chargé de reproches. Non, pour la bonne raison que je ne voyais pas votre visage. Peu importe, répondit Poirot imperturbable. J'étais ahuri. Ma foi, déclara Japp, je ne vois rien à faire dans cette pièce. J'aimerais, si c'était possible, revoir la fille de Lord Edgware. Je n'ai rien pu en tirer ce matin tant elle était bouleversée. Il sonna pour appeler le maître d'hôtel. Demandez à Miss Geraldine si elle peut me recevoir. L'homme s'éloigna. Ce ne fut pas lui, mais Miss Carroll qui reparut quelques minutes plus tard. Géraldine dort, expliqua-t-elle. La pauvre enfant a été tellement frappée par la mort tragique de son père. Lorsque vous êtes parti, je lui ai donné un calmant et maintenant elle est plongée dans un profond sommeil. Dans 1 heure ou 2, peut-être. Japp acquiesça. En tout cas, ajouta Miss Carroll, tout ce qu'elle peut vous dire, je vous le dirai aussi bien.
Que pensez-vous du maître d'hôtel? Demanda Poirot. J'avoue qu'il ne me plaît guère, mais je ne saurais vous en expliquer la raison. Nous arrivions près de la porte d'entrée. Mademoiselle, c'est bien là-haut que vous vous trouviez hier soir? Interrogea Poirot, levant le doigt vers l'escalier. Oui. Pourquoi? De là, vous avez vu Lady Edgware se rendant au salon bibliothèque. Oui. Vous avez vu ses traits distinctement? Sans aucun doute. De là-haut, vous ne pouviez discerner sa figure, mais seulement son dos. Miss Carroll, décontenancée, rougit. De dos. Je l'ai tout de même vue. J'ai entendu sa voix. Il n'y a pas à s'y méprendre. C'était bien elle, Jane Wilkinson, une femme perverse, s'il en fut. Et, se détournant, elle se précipita dans l'escalier. Chapitre 8. Possibilité. Japp nous ayant quittés, Poirot et moi allâmes nous asseoir dans un coin tranquille de Regent's Park. À présent, dis-je en riant, je comprends ce que signifiait votre rose entre les dents. Sur le moment, je me demandais si vous perdiez la tête. Poirot garda son sérieux. Mon cher Hastings, je vous félicite de votre esprit d'observation. Le beau maître d'hôtel vous inspire des soupçons parce qu'il semble déplacé dans cette antique demeure. D'autre part, Miss Carroll affirmait avoir vu le visage de la visiteuse. Le fait me parut impossible. Elle ne pouvait apercevoir que de dos quelqu'un se dirigeant vers le salon bibliothèque. Notre expérience a fourni le résultat prévu, et j'ai tendu un piège à la respectable demoiselle. Aussitôt, elle a changé de tactique. Avouez cependant que son témoignage est resté inébranlable. La voix et la démarche d'une personne suffisent d'ailleurs à la faire reconnaître. Ce sont les deux points les plus caractéristiques de l'être humain, mais ce sont aussi les plus faciles à imiter. Reportez-vous à quelques jours en arrière. Rappelez-vous cette soirée passée au théâtre. Carlotta Adams? Oui, mais elle possède un talent tout spécial. D'accord. Et elle pourrait aisément se faire passer pour Jane Wilkinson ailleurs que sur une scène de théâtre. Une idée soudaine me traversa l'esprit. Poirot, vous ne pensez pas que cela soit possible? Cela dépend, Hastings. Pour quelle raison Carlotta Adams aurait-elle tué Lord Edgware? Elle ne le connaissait même pas. Comment savez-vous si elle le connaissait ou non? Peut-être existait-il entre eux des liens que nous ignorons. Toutefois, mon hypothèse diffère de la vôtre. Vous avez donc une hypothèse? Oui. Dès le début, la possibilité de l'intervention de Carlotta Adams s'est imposée à mon esprit. Cependant, Poirot, patience, Hastings. Permettez-moi de rapprocher certains faits pour votre édification personnelle. Sans nulle réticence, Lady Edgware révèle les mauvais rapports qui existent entre elle et son mari, et va même jusqu'à parler de le tuer. Nous ne sommes pas les seuls témoins. Sa femme de chambre et Brian Martin entendent également ce propos, et peut-être aussi Carlotta Adams. D'autres peuvent les avoir répétés. Et ce soir-là même, on vante la façon étonnante dont Carlotta imite Jane Wilkinson, qui possède un mobile de supprimer Lord Edgware, sa femme. Supposons maintenant qu'un autre personnage désire assassiner Lord Edgware. Il a sous la main une fausse coupable tout indiquée. Et le jour où Jane Wilkinson annonce que, fatiguée par la migraine, elle passera la soirée chez elle, le plan est mis à exécution. Il faut absolument que Jane soit vue pénétrant dans l'hôtel de son mari. Eh bien, on la voit et elle n'hésite pas à proclamer son identité. Cela, par exemple, c'est excessif. Autre détail, bien infime, je l'admets. La femme qui est entrée dans la maison de Regent Gate hier soir était vêtue de noir. Or, Jane Wilkinson déteste le noir et n'en porte jamais. Elle-même nous l'a dit. Imaginons à présent que la visiteuse en question n'était pas Jane Wilkinson, mais une personne se faisant passer pour elle. Cette personne serait-elle la meurtrière? Ou bien une tierce personne se serait-elle introduite dans l'hôtel pour tuer Lord Edgware? Dans cette dernière hypothèse, la personne dont il s'agit serait-elle arrivée avant ou après la visite de la prétendue Lady Edgware? Si elle est arrivée après, comment aurait-elle expliqué sa présence? Elle peut avoir surpris la bonne foi du maître d'hôtel qui ne la connaissait pas, et celle de la secrétaire qui ne l'a pas vue de près. Mais elle ne pouvait espérer donner le change au mari. Ou peut-être y avait-il déjà un cadavre dans la pièce. Lord Edgware fut-il tué avant l'entrée de cette femme dans la maison? De grâce, Poirot, ma tête éclate. Mon ami, nous ne faisons qu'envisager des possibilités, comme dans un magasin de confection lorsque nous essayons des vêtements. Celui-ci va-t-il? Non. Et celui-là? Pas encore.
et ainsi de suite jusqu'à ce que nous ayons atteint la perfection, autrement dit la vérité. Qui a pu commettre ce crime? Il est encore trop tôt pour parler. D'abord, cherchons qui a intérêt à désirer la suppression de Lord Edgware. Le neveu qui hérite? Trop facile. Malgré les protestations de Miss Carroll, ne repoussons pas a priori la question des ennemis. Un homme du genre de Lord Edgware me semble, au contraire, capable de susciter bien des haines. Je partage entièrement votre avis. Toujours est-il que celui ou celle qui a commis le crime comptait sur l'impunité. Songez donc, Hastings, si Jane Wilkinson n'avait changé sa décision à la dernière minute, elle ne possédait aucun alibi. Elle serait restée dans sa chambre à l'hôtel Savoie, et il eût été pour ainsi dire impossible de le prouver. On l'eût arrêté, jugé et probablement condamné. Un fait m'intrigue. L'intention de lui imputer le meurtre de son mari reste visible. Mais alors que penser du coup de téléphone? Pourquoi une personne inconnue lui aurait-elle téléphoné à Chiswick et, après s'être assurée de sa présence au dîner de Sir Montagu, aurait-elle raccroché le récepteur? Cela vers 9h30, sûrement avant l'assassinat. Tout indique que le meurtrier n'a pas téléphoné, car celui-ci a tout machiné pour qu'on accusât Jane. À mon avis, nous sommes en présence de deux séries de circonstances distinctes. Peut-être y a-t-il une coïncidence? Non. Non, tout ne peut pas être coïncidence dans la vie. Voilà 6 mois, une lettre a été supprimée. Pourquoi? Trop de faits demeurent inexpliqués. Il doit exister entre eux un lien quelconque. Il y a aussi cette histoire que Brian Martin est venu nous raconter. Voyons, Poirot, cela n'a rien à voir avec le meurtre de Lord Edgware. Hastings, vous êtes aveugle. Vous refusez de comprendre que tous ces faits juxtaposés forment un ensemble encore assez confus pour l'instant, mais qui petit à petit s'éclairera. J'essayais avec désespoir de réfléchir. C'est impossible, m'écriai-je soudain. Carlotta Adams est une femme si sympathique. Je ne pense pas qu'elle soit coupable, Hastings. Elle est trop fine et trop intelligente pour cela. Sans doute lui a-t-on laissé ignorer qu'un crime se préparait avec sa complicité. Elle a prêté une aide innocente. Mais alors, il s'interrompit, les sourcils froncés. Alors, elle apprendra la nouvelle aujourd'hui dans les journaux. Elle se rendra compte. Tout à coup, Poirot poussa un cri rauque. « Vite, Hastings, vite! Je ne suis qu'un imbécile. Un taxi! Un taxi! Tout de suite !» J'étais stupéfait. Il est là une voiture qui passait et nous y montâmes. « Connaissez-vous son adresse? » L'adresse de Carlotta? Bien sûr. Répondez. Son adresse, Hastings? Je ne la connais pas. Poirot jura entre ses dents. L'annuaire du téléphone? Non, elle n'y figure certainement pas. Alors, au théâtre? Au théâtre, on ne paraissait guère disposé à nous communiquer l'adresse de Carlotta, mais Poirot insista et l'obtint. La jeune actrice habitait un appartement dans un immeuble à proximité de Sloane Square. Nous y parvînmes enfin. Poirot bouillonnait d'impatience. Pourvu que je n'arrive pas trop tard, Hastings. Pourvu que je n'arrive pas trop tard. Pourquoi cette hâte? Vraiment, Poirot, je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il m'a fallu beaucoup trop de temps pour me rendre à l'évidence. Pourvu que nous arrivions à temps. Chapitre 9. Le second meurtre. Je ne devinais pas le motif de l'agitation de Poirot, mais je connaissais suffisamment mon ami pour savoir qu'il n'agissait pas à la légère. Poirot sauta du taxi, régla le chauffeur et s'engouffra dans l'immeuble. L'appartement de Miss Adams se trouvait au premier étage, ainsi que nous en fûmes informés par une carte de visite collée sur une planchette. Poirot monta l'escalier 4 à 4, sans rappeler l'ascenseur arrêté à un des étages supérieurs. Je le suivis. Il sonna. Après un court instant, la porte s'ouvrit et nous vîmes une femme d'âge moyen, aux cheveux tirés en arrière et dont les paupières rougies indiquaient qu'elle venait de pleurer. « Miss Adams ?» demanda vivement Poirot. La femme le dévisagea. « Vous ne savez donc pas ?»« Quoi? Que se passe-t-il » Poirot avait pâli et je pressentis que l'événement qu'il redoutait venait de se produire. « Elle est morte, » dit la femme, « morte pendant son sommeil. » Poirot s'appuya au chambranle de la porte. « Trop tard, murmura-t-il. » Son émotion était si visible que la femme le considéra avec plus d'attention. « Excusez-moi, monsieur, êtes-vous un de ses amis? Je ne me rappelle pas vous avoir vu jusqu'à présent. » Sans répondre à cette remarque, Poirot demanda à brûle-pourpoint. « Avez-vous appelé le médecin? Qu'a-t-il dit? » Elle a pris une trop forte dose de narcotique. C'est épouvantable. Ces drogues sont tellement dangereuses. Le médecin dit que c'est du Véronal.
Poirot se redressa soudain et devint autoritaire. « Il faut que j'entre, dit-il. La femme fut prise de soupçon. Je ne crois pas que... Poirot se servit du seul moyen à sa disposition. Il est indispensable que je visite l'appartement. Je suis un détective chargé de mener une enquête sur les circonstances de la mort de votre maîtresse. Étonnée, la femme nous laissa passer. Ce que je viens de vous dire, lui expliqua Poirot, est strictement confidentiel. Ne le répétez pas. Il faut que l'on continue à croire que Miss Adams est morte accidentellement. Veuillez me donner le nom et l'adresse de son médecin. Dr. Heath, 17, Carley Street. Votre nom? Bennett. Alice Bennett. À ce que je vois, vous étiez attaché à Miss Adams. Oh, oui, monsieur. Elle était si bonne et si gentille. J'étais déjà à son service l'année dernière lorsqu'elle vint à Londres. Elle ne ressemblait pas du tout à certaines actrices. C'était vraiment une personne très comme il faut. Vous avez dû éprouver une vive émotion en découvrant sa mort, observai-je avec sympathie. Oh, oui, monsieur. À 9h30 ce matin, je lui apportais son thé comme d'habitude. Elle paraissait dormir. J'ai posé le plateau sur ta table pour ouvrir les rideaux. Un des anneaux se trouvant pris, il m'a fallu tirer très fort, et je me suis détourné pour voir si je n'avais pas réveillé ma maîtresse. Soudain, un détail me frappa. Un détail dans sa façon peu naturelle de rester étendue. Je m'approchai du lit et lui pris la main. Elle était glacée, monsieur, et je poussai un cri. Elle s'arrêta en pleurant. « Je comprends votre frayeur, dit Poirot d'une voix douce. Miss Adams absorbait-elle souvent des drogues pour s'endormir? De temps à autre, quand elle souffrait de la tête, elle avalait un petit comprimé, des petits comprimés dans un flacon. Mais d'après le docteur, elle aurait pris autre chose cette nuit. N'a-t-elle reçu aucune visite dans la soirée? Non, monsieur, elle est sortie hier soir. Vous a-t-elle dit où elle allait? Non, monsieur, elle est descendue vers 7h. Comment était-elle habillée? En noir, monsieur, une robe noire et un chapeau noir. Portait-elle des bijoux? Un simple collier de perles, monsieur, et des gants gris. Oui, monsieur, des gants gris. Maintenant, veuillez me dire quel était son état d'esprit. Était-elle gaie, pensive, triste, agitée? Quelque chose devait l'amuser. Elle souriait toute seule. À quelle heure est-elle rentrée? Un peu après minuit. Et alors, comment l'avez-vous trouvée? La même qu'avant sa sortie. Très lasse, monsieur. Pas troublée ou angoissée? Oh non, monsieur. Elle paraissait plutôt gaie, mais elle se plaignait de sa fatigue. Elle a essayé de téléphoner, puis comme cela n'a pas réussi, elle a dit qu'elle demanderait la communication au matin. Ah! Les yeux de Poirot brillaient d'animation. Il reprit ses questions d'une voix qui essayait de demeurer calme. Avez-vous entendu le nom de la personne qu'elle appelait? Non, monsieur. Elle a simplement demandé le numéro et attendu un petit instant. L'employé a dû lui dire, comme d'habitude, « J'essaie de la voir ». Elle a répondu, « Très bien », puis elle a bâillé et a dit, « Ma foi, tant pis, je n'attends plus. J'ai trop envie de dormir. » Elle a raccroché le récepteur et ensuite s'est déshabillée. Quel numéro a-t-elle demandé? Vous en souvenez-vous? Excusez-moi, monsieur, mais je ne le sais pas. Tout ce que je me rappelle, c'est le nom du bureau central, Victoria. Je n'y prêtais pas spécialement attention. A-t-elle mangé ou bu quelque chose avant de s'endormir? Une tasse de lait chaud, selon sa coutume. Qui l'a préparé? Moi-même, monsieur. Et personne n'est venu ici dans la soirée? Personne, monsieur. Et dans l'après-midi? Je ne me souviens pas d'avoir vu quelqu'un. Miss Adams a déjeuné en ville et a pris son thé dehors. Elle est rentrée à 6h. Quand le lait est-il arrivé? Le lait qu'elle a bu au moment de se coucher? Elle a bu le lait livré dans l'après-midi, monsieur. Le garçon laitier le dépose à la porte à 4h. Je suis sûr, monsieur, qu'il n'y avait rien de mauvais dans ce lait. Ce matin, j'en ai versé moi-même dans mon thé. Et le médecin a affirmé qu'elle avait pris quelques drogues pour s'endormir. Je puis me tromper, dit Poirot. Il est fort possible que je me trompe. Quoi qu'il en soit, je verrai le médecin. Vous comprenez, Miss Adams avait des ennuis. En Amérique, l'existence diffère totalement de celle que nous menons ici. Je le sais bien. J'ai lu les exploits des gangsters de Chicago. Ce pays regorge de bandits et les polissements ne valent guère mieux. Ce n'est pas comme les nôtres. Le chauvinisme d'Alice Bennett le dispensant de plus amples explications, Poirot abandonna ce sujet.
Son regard rencontra par hasard une petite valise posée sur une chaise. Miss Adams a-t-elle emporté ce sac au moment de sortir, hier soir? Elle l'a pris le matin, monsieur. Elle ne l'avait pas quand elle revint à l'heure du thé, mais elle l'a rapporté hier soir. Ah! Vous permettez que je l'ouvre? Alice Bennet aurait tout permis. Comme la plupart des femmes prudentes et soupçonneuses, une fois sa méfiance vaincue, on la tournait comme on voulait, et Poirot pouvait maintenant agir à sa guise. La mallette n'étant point fermée à clé, il l'ouvrit. « Vous voyez, Hastings, vous voyez » murmura Poirot, tout ému. Le contenu de la valise donnait plutôt à réfléchir. Dans une boîte de maquillage se trouvaient 2 de ces appareils qui, placés dans les chaussures, grandissent une personne de quelques centimètres. Je remarquai également une paire de gants gris et, enveloppée dans du papier de soie, une élégante perruque de cheveux dorés, de la même nuance que ceux de Jane Wilkinson, et, comme les siens, partagés au milieu du front et bouclés sur la nuque. « Doutez-vous encore » me demanda Poirot. Il referma la mallette et se tourna vers la domestique. « Savez-vous avec qui Miss Adams a dîné hier soir ?»« Non, monsieur. »« Avec qui elle a déjeuné ou pris le thé ?» ?»« Pour le thé, je n'en sais rien, mais elle a déjeuné avec Miss Driver. »« Miss Driver ?»« Sa grande amie qui dirige une maison de mode dans Moffat Street, au-delà de Bond Street. » Geneviève, telle est l'enseigne du magasin. Poirot inscrivit l'adresse dans son calepin, au-dessous de celle du médecin. « Encore une question, madame. Vous souvenez-vous des paroles de Miss Adams lorsqu'elle est rentrée ici vers 6 heures? N'a-t-elle pas dit ou fait quelque chose de particulièrement extraordinaire? » « Je ne vois pas, monsieur. Je lui ai demandé si elle voulait du thé et elle m'a répondu qu'elle en avait déjà pris. »« Ah oui, elle avait déjà pris le thé ?» interrompit Poirot. « Pardon, madame, continuez. »« Après quoi? » Elle s'est mise à faire sa correspondance jusqu'au moment où elle est ressortie. Savez-vous à qui elle écrivait? Oui, monsieur. Elle n'a écrit qu'une lettre à sa sœur, à Washington. Elle lui écrivait régulièrement 2 fois par semaine. Elle emporta la lettre pour la mettre elle-même à la poste, afin de ne pas manquer le courrier. Mais elle l'oublia dans son sac. La lettre y est encore? Non, monsieur. Mademoiselle s'en est souvenue hier soir au moment de se mettre au lit. J'ai couru au bureau de poste, j'ai collé un timbre supplémentaire sur l'enveloppe et l'ai glissé dans la boîte spéciale, en sorte que la lettre arrivera à temps. Ah! Et la poste se trouve loin d'ici? Non, monsieur, juste au coin de la rue. Aviez-vous fermé à clé la porte de l'appartement derrière vous? Je ne la ferme jamais quand je m'absente pour si peu de temps. Poirot allait parler, mais il se retint. Voudriez-vous voir ma maîtresse? Demanda la domestique pleurant de nouveau. Elle est si belle! Nous suivîmes Bennet dans la chambre à coucher. Carlotta reposait, l'air paisible. Elle semblait beaucoup plus jeune qu'à la soirée du Savoy. On eût dit une enfant terrassée par le sommeil. Poirot, une étrange expression sur son visage, l'observa longuement. « Hastings, me dit-il lorsque nous descendions l'escalier, j'ai fait un serment. » Je ne lui demandai pas la nature de ce serment. Je la devinais sans peine. Une minute plus tard, il ajouta « En tout cas, mon esprit est soulagé d'un gros souci. Je n'aurais pu la sauver. Elle était déjà morte quand j'ai appris l'assassinat de Lord Edgware. Cette pensée me console. »